Salut Sean, très content de te recevoir sur ce nouvel épisode du No Way Podcast. J'ai déjà eu la chance de pouvoir intervenir sur l'un de tes podcasts et c'était tout naturel que je te renvoie un petit peu la parole, d'autant plus que tu as des choses assez intéressantes à nous évoquer, notamment en termes de physiologie de l'entraînement, etc. Donc je voulais parler un petit peu de tout ça avec toi. Est-ce que déjà pour débuter cet épisode, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Rares doivent être ceux qui ne te connaissent pas, puisque tu es quand même, tu fais partie du paysage francophone en termes de préparation physique et d'entraînement, et plus particulièrement en termes de physiologie. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ton parcours à la fois professionnel et sportif pour que les gens puissent te découvrir de manière un petit peu plus approfondie? Avec plaisir Thibaut, merci pour ton invitation. Déjà, c'est vraiment cool de venir sur ton podcast et pouvoir échanger, c'est toujours un plaisir. Donc merci pour ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sean, j'ai 34 ans, je suis basé en Suisse à l'heure actuelle. J'opère en tant que préparateur physique avec, on va dire, une spécialisation dans tout ce qui est endurance, test d'effort, comme tu as dit, physiologie et entraînement respiratoire. J'ai débuté le coaching il y a près de 10 ans quand j'étais au Canada à Vancouver. J'ai passé 7 ans à Vancouver. Ensuite, je suis revenu ici avec ma femme et notre fils il y a bientôt 5 ans maintenant. Et je me suis rétabli ici. J'ai travaillé dans le rugby. Je travaille maintenant beaucoup dans le CrossFit, dans les sports d'endurance et dans une panoplie d'autres disciplines également pour diverses missions, que ce soit de l'entraînement, du coaching ou justement des tests d'effort. Niveau personnel, j'ai fait du sport depuis que j'étais gamin. Je faisais du foot, j'ai fait du judo, j'ai fait du rugby pendant plusieurs années également. Après ça, j'ai découvert le CrossFit et via le CrossFit, j'ai fait de l'haltéro pendant 2 ans et j'ai fait du rameur indoor pendant à peu près la même période. Alors après, c'était pas les deux en même temps. Et donc ça, c'est un petit peu mon exploration dans les sports de manière générale. Aujourd'hui, pour moi, le sport, c'est principalement pour me maintenir en forme. Donc renforcement, cardio, des choses assez simples. Et j'essaye, via tout mon travail, de communiquer un maximum autour des concepts de l'endurance notamment. Concepts qui, à mon avis, sont parfois mal compris et souvent mal utilisés. Et je pense que tout le monde peut en bénéficier. Donc, c'est un petit peu mon dada. C'est ce que j'essaie de faire. C'est de vulgariser, de communiquer et de donner à tout le monde la condition physique qu'il mérite. Super, ok. Donc des missions qui sont visiblement relativement proches également des miennes, puisque le but de mon travail également est de vulgariser au maximum. Et toi, tu le fais en effet très très bien, puisque justement cette dimension sur la physiologie de l'entraînement, pendant très longtemps, ça a été quelque chose d'un petit peu sacralisé, sur lesquels on pensait que seuls les experts étaient en capacité finalement de pouvoir interpréter certaines données. Et toi, la mission que tu t'es fixée, et pour le coup, je vous invite à suivre sa page YouTube, notamment ton podcast et également ton Instagram, sur lequel tu partages pas mal de choses à ce sujet. Et moi-même, tu vois, étant quelqu'un qui n'est pas forcément un attrait très important pour la physiologie, je dois t'avouer que tout le travail que tu fais permet de mieux comprendre et de simplifier grandement les choses et de rendre des choses qui peuvent paraître parfois assez complexes, finalement assez simples sur des fonctionnements, que ce soit sur le plan cardio-respiratoire, que ce soit également sur le plan un petit peu plus, sur des plans un petit peu plus avancés. Mais c'est vrai que tu as une approche très intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur comment tu es arrivé à cette spécialisation? Qu'est-ce qui t'a amené finalement à te plonger de manière un petit peu plus approfondie dans cette spécialisation de tous les aspects cardio et physiologiques au sens plus général du terme? Alors, je dirais que c'était presque un coup de chance que je sois tombé là-dedans. Et au final, j'ai découvert ce monde-là et je m'y suis trouvé une passion. Et c'est pour ça que j'ai continué à creuser dans ce sens-là. Ça s'est passé il y a 3 ans maintenant, peut-être bientôt 4 ans. Et je me rappelle une année avant ça, j'avais vu des posts d'un gars qui s'appelle Evan Pycon, qui bossait avant dans le CrossFit aussi. Et j'avais vu des posts à lui sur les filières énergétiques, justement. À ce stade-là, en tout cas à mon sens, j'avais une bonne compréhension du fonctionnement de la bioénergétique humaine et de l'entraînement cardio, du conditionnement, toutes ces choses-là, je pensais bien les comprendre. Et j'avais vu des posts à Evan qui passaient et j'avais vu qu'il parlait de choses dont j'avais pas encore connaissance. Et je me rappelle à ce moment-là, je me suis activement dit,
Là, j'ai pas l'attention, la place, le temps pour me plonger là-dedans et remettre en question tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Donc, je ne l'ai pas fait. J'ai attendu une année. Ensuite, on a eu la pandémie et c'était une période assez compliquée pour moi avec mon dos. J'ai eu des soucis de dos pendant pas mal de temps. Et je me rappelle avoir été cloué sur le canapé, à ne pas pouvoir bouger vraiment. Et bon, ça tombait bien, c'était le bon moment de l'année pour le faire avec cette pandémie. Mais donc, je me suis retrouvé à éplucher justement tout le contenu digital à Evan à ce moment-là et à vraiment me replonger dans ces notions de filière énergétique pour au final comprendre que bah, j'avais pas vraiment tout compris. Il y avait plein de notions que je maîtrisais pas encore, il y avait des choses que je voyais à l'envers. Et donc, ça m'a fait un petit peu questionner tout mon monde, mon modèle, ma compréhension des choses. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé qu'il fallait que je comprenne comment ces choses-là fonctionnent. Il fallait que je comprenne les différentes dynamiques dans le corps humain avec le lactate, le sang, l'oxygène, toutes ces choses-là. Et donc, c'est ma mission maintenant depuis ce moment-là. Et comme tu l'as dit, j'arrête pas, je me forme. J'ai pas de formation académique dans le domaine. Je me suis formé moi-même en regardant des vidéos, en prenant des notes, en lisant des livres, en parlant à des experts qui font ça depuis des dizaines d'années. J'ai eu la chance sur mon podcast d'avoir des physiologistes, des chercheurs, des coachs et de pouvoir au final faire ma propre synthèse de toutes ces informations pour essayer de déjà, un, m'y retrouver et au passage communiquer aussi et faire en sorte qu'un maximum de monde puisse comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Je ne pense pas que ça devrait être caché derrière une porte qui n'est qu'accessible qu'à un certain nombre de personnes. Je pense que tout le monde a le droit de comprendre comment les choses fonctionnent et si ça peut nous aider ensuite à mieux réfléchir par rapport à l'entraînement, à mieux structurer notre préparation physique, c'est toujours intéressant. Très bien. Et surtout, ce qui est intéressant, surtout la physiologie de l'effort, hein. Encore une fois, je parle de manière assez générale, mais c'est vrai que ce soit dans les parcours académiques du type universitaire ou même dans des formations plus spécifiques comme nous on peut avoir en France, c'est-à-dire sur des BPGEP, sur des CQP, le travail des filières, moi vraiment, c'est des choses, tu vois, qui me parlaient pas forcément, mais sur lequel j'ai été obligé de m'intéresser forcément en tant que préparateur physique parce que c'est des choses qui sont incontournables. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'approche qu'on a sur le plan universitaire ou dans ces diplômes un petit peu plus spécifiques, c'est que c'est très, très, très loin de la réalité et que finalement, on est basé encore sur des notions d'il y a 20, 25, voire 30 ans. Et c'est vrai que toi, ton approche est beaucoup plus actuelle, entre guillemets. Moi, j'avais commencé à découvrir un petit peu ce travail au niveau de, 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 de la physiologie, du longue distance, notamment par ma pratique du triathlon, puisqu'en 2019, je m'étais fixé le défi de faire un Alpha Ironman. Donc, j'ai découvert un petit peu ce que c'était que le milieu et le monde de l'endurance, puisque venant du milieu de la gymnastique, bah, l'endurance, c'est pas forcément quelque chose qui nous caractérise, et encore plus sur de l'effort longue distance, type Alpha Ironman. Et c'est vrai que toutes ces notions physiologiques, etc., ça a été très intéressant de les découvrir personnellement, par moi-même finalement, de se rendre compte un petit peu des différents facteurs physiologiques qui rentrent en compte. Et puis on en parlera peut-être un petit peu plus tard de la fameuse zone 2 qui fait tant parler. Et pour le coup, c'est un concept qui est déjà finalement assez ancien en termes d'entraînement, mais que toi, tu as de manière assez simplifiée. Tu as généralisé, que tu as apporté notamment dans le milieu du CrossFit. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a très peu de personnes qui parlent de la physiologie de l'effort et notamment dans les sports d'endurance, mais pas que, parce que tu nous as aussi prouvé par tes nombreux posts, par tes nombreuses interventions, que bah, il n'y avait pas forcément de la physiologie, entre guillemets, que sur le long et que sur l'endurance, et que même sur des efforts à très court terme, pardon, bah, la physiologie pouvait être tout aussi importante que les aspects purement musculaires. Euh, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours sur ta pratique sportive. Donc, tu as fait du rugby, je crois, un petit peu, et tu as aussi coaché une équipe de rugby. Est-ce que tu as préparé en tout cas physiquement une équipe de rugby? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment des manquements ou que les pratiques finalement qui étaient utilisées
était assez archaïque et qu'il y avait. Est-ce que ça t'a aidé en tout cas dans le cheminement de te dire là, il y a vraiment quelque chose à faire de par ton expérience finalement de terrain? Est-ce que ça a renforcé ton idée de te dire il faut apporter quelque chose dans ce sens-là? Donc, mon travail dans le rugby précédait ma phase d'apprentissage au niveau de la physio, mais c'est vrai que j'ai eu la chance avant ça de aussi ne pas être formé de manière académique dans la prépa physique du rugby. J'ai eu la chance de m'éduquer auprès de coachs qui font ça depuis des décennies et qui le font très bien et j'ai pu apprendre de leur part. Donc, je dirais que j'étais très peu biaisé en fait par, entre guillemets, la manière de faire quand je suis rentré dans le rugby parce que je ne savais pas ce qui se faisait dans le rugby. Moi, je connaissais les demandes du sport, j'avais joué au rugby comme tu l'as dit et j'avais une compréhension globale de la préparation physique et via ces sources d'éducation spécifiques, j'ai pu, on va dire, créer ma propre approche à l'entraînement pour le rugby, le conditionnement, la vitesse. Mais c'est vrai que déjà à ce moment-là, ben, j'opérais, je pense, un petit peu en dehors des gonds, en tout cas de ce qui se faisait habituellement. Et j'ai par la suite travaillé avec l'Académie suisse, donc avec les jeunes, les espoirs, à savoir que le niveau a rien à voir avec le niveau français, hein. Donc quand je dis que j'ai bossé avec l'Académie suisse, c'est faut mettre faut mettre ça en perspective. Par contre, après, ce que j'ai vu par la suite et ce que je vois aujourd'hui aussi, c'est en ayant la chance de communiquer avec notamment des préparateurs physiques qui sont en D2, qui sont en top 14. euh, il semblerait qu'il y ait encore de la place pour mieux faire les choses. Il semblerait que, surtout au niveau de l'endurance, il y a certains axes de travail qui sont très peu exploités, voire pas exploités du tout. Et je dirais que c'est, en tout cas, de ce que je comprends de la situation, c'est principalement dû à un phénomène culturel. Le phénomène culturel du on a toujours fait comme ça, donc pourquoi on ferait autrement? L'aspect culturel du non, c'est moi le coach, c'est moi qui décide, on va pas faire ça parce que j'ai pas envie que tu le fasses. Ou si tu fais ça, tu vas perdre ton temps. Ou mes athlètes, ils vont devenir lents et ça va pas fonctionner. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de réticences et ça dépend des cercles dans lesquels on opère, mais il y a pas mal de réticences à haut niveau de changer les choses, d'opérer différemment. Et de ce que j'entends, en tout cas, je pense qu'il y a encore une petite marge de progression qui est possible. Après, c'est toujours facile de dire que on peut faire mieux et c'est encore plus facile de le dire quand on n'est pas dans ces cercles à haut niveau. Mais voilà, c'est ce que j'entends en tout cas de la part de préparateurs physiques qui sont dans ce milieu-là. Donc ça me porte à croire que s'il y a de la place pour améliorer les choses, même à ce très haut niveau dans ces sports qui sont très très développés et bien financés, au niveau amateur, on a vraiment de la place pour mieux faire aussi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une réflexion que j'entends beaucoup avec tous les intervenants avec qui je peux échanger. C'est cette notion justement de- d'interférence qu'il peut y avoir parfois entre les entraîneurs et les préparateurs physiques. Euh, euh, pour le coup, moi, j'ai jamais été trop confronté puisque j'encadre dans le milieu de la gymnastique et l'entraîneur en gymnastique est préparateur physique Hmm. on gère un petit peu toute la dimension, ce qui facilite parfois grandement les choses parce on arrive à très vite mettre en synergie finalement le travail à la fois technique et à la fois le travail physique. Donc c'est quelque chose auquel j'ai jamais été forcément très confronté, si ce n'est quand j'ai été amené à venir encadrer des personnes, si tu veux, dans d'autres sports, type la moto, type le vélo, notamment sur de la descente, sur de l'enduro en moto. Mais c'était des personnes, si tu veux, qui géraient un petit peu elles-mêmes déjà leur staff. Donc, qui venaient chercher une compétence bien spécifique. Et c'est vrai que pour avoir discuté avec des personnes du milieu, notamment du football, et notamment un préparateur physique du Paris Saint-Germain, qui me disait, nous, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a du beaucoup de mal à exprimer notre métier et notre compétence, puisque aujourd'hui, on est quelque part bridé un petit peu. Alors, pour le coup, par des aspects qui sont un petit peu différents de ce que tu nous évoques là, mais c'est des joueurs qui coûtent en fait finalement tellement cher que en fait, on ne prend pas le risque de prendre des risques en préparation physique, entre guillemets. Donc, en fait, on fait le strict minimum, entre guillemets, pour entretenir la forme. Mais à côté de ça, il n'y a pas vraiment une notion
de développement des qualités physiques, qu'elles soient musculaires ou finalement plus orientées sur la physiologie. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est un vrai problème. Et on peut le voir notamment avec toutes les personnes qui partent s'entraîner à l'étranger, notamment dans les sports collectifs et plus particulièrement dans le foot, parce que c'est peut-être là où on a plus de retours finalement, de retour terrain. C'est que tous les gens qui partent en Italie, en Espagne, en Angleterre, tous les joueurs français ont la même réflexion de dire en termes de préparation physique, on est vraiment sur autre chose, sur un autre monde. En fait, on découvre ce que c'est véritablement que la préparation physique avec des cycles d'entraînement, avec des choses euh, planifiées, des choses qui sont faites intelligemment. Alors qu'on a l'impression qu'en France, finalement, on est sur des choses qui sont assez empiriques et j'irais même plus loin, des fois, on bride un petit peu les choses pour surtout pas prendre de risques parce qu'il ne faudrait pas que notre joueur il arrive, qu'il soit fatigué. Il ne faudrait pas que l'athlète arrive et contre-performe le jour de la compétition parce que tu comprends, il ne faudrait pas qu'il soit fatigué. Quel regard tu as, toi, là-dessus, qui intervient maintenant depuis déjà un peu plus de 3 4 ans dans le milieu du CrossFit? Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres ou est-ce que finalement le CrossFit est peut-être quelque chose d'un petit peu à part, j'ai l'impression, puisque c'est un sport qui est quand même relativement jeune hein, en termes de, notamment sur l'aspect compétitif, on peut se dire qu'il y a le CrossFit compétitif a allez, une quinzaine d'années derrière lui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce sujet-là? Est-ce que tu penses que le CrossFit est peut-être une porte ouverte telle qu'elle a été, notamment le CrossFit a prouvé qu'il n'y avait pas forcément d'interférence, notamment entre l'endurance et la notion de développement musculaire. Quel est ton avis sur le sujet? Ouais, je pense que, comme tu l'as dit, le CrossFit et surtout le sport du CrossFit, c'est une discipline qui est très très jeune. Il y a aussi, je dirais, une éthique auprès de beaucoup de coachs dans le CrossFit qui est de voilà, toujours ne pas se reposer sur ses lauriers, toujours chercher plus loin, essayer de mieux comprendre pour mieux faire. Et Dieu sait qu'il y a tout à faire encore dans ce sport pour mieux comprendre les choses et des facettes à améliorer. Donc j'ai eu la chance, moi, en travaillant dans le CrossFit, déjà de travailler avec des gens qui étaient prêts à entendre ce que j'avais à dire. Hein, je dis toujours que voilà, malgré ma mission, mon job, c'est pas de convaincre. Parce que si toi, tu es ancré dans ta perspective et que tu n'as pas envie de changer et que tu n'as pas envie d'en sortir et que tu n'as pas envie d'entendre quelque chose de différent, moi, je ne vais pas passer mon temps à te crier dans les oreilles parce qu'au final, à mon sens, c'est une perte d'énergie. Le jour où tu es prêt à l'entendre, on pourra avoir une conversation. Peut-être ce sera jamais, mais je préfère travailler avec des gens qui sont ouverts et qui sont prêts à potentiellement changer les choses. Donc, dans ce sens-là, j'ai eu de la chance parce que j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui étaient en ligne avec ce que j'avais à proposer, ou en tout cas qui étaient prêts à l'entendre et à le mettre en application et à voir par eux-mêmes si ça fonctionnait. Donc je ne me suis pas vraiment confronté à, comme tu l'as dit, à ce problème. Ça peut être culturel, ça peut être administratif, ça peut être simplement d'un point de vue logistique aussi, comme tu l'as dit, quand on travaille dans des grandes équipes, il y a beaucoup de staff, ça demande une communication extrêmement bien développée et bien employée pour que tous les membres du staff communiquent correctement, pour que tout le monde ait son mot à dire, pour que tout le monde s'y retrouve, comme tu l'as dit, dans leur métier et ce qu'ils essayent d'apporter pour le groupe et pour les sportifs, pour les athlètes. Mais je dirais que dans le CrossFit, en tout cas, je me suis pas confronté à ça, s- principalement parce que voilà, les gens ils sont ouverts, les gens ils sont prêts à essayer d'autres choses, surtout s'ils sont un peu le pied au mur et ils voient qu'ils sont limités dans ce qu'ils font et qu'il faut qu'ils aillent plus loin pour devenir meilleurs. Comme tu l'as dit, quand tu es dans une situation où ne rien faire, c'est plus simple parce que personne ne se mouille, personne ne se fait mal, ben, au final, tu es un peu dans une stagnation qui est pas très enrichissante pour les coachs qui opèrent dans ce milieu-là, malheureusement. Mais ça veut aussi dire que pour ceux qui auraient peur justement de prendre des décisions et de mettre un pied en avant, c'est que si tu fais rien, bah, tu peux rien faire de mal. Mais dès le moment où tu prends une décision, où tu mets quelque chose en place, tu prends la responsabilité aussi qui va avec. Et ça, voilà, pas tout le monde est prêt à l'assumer. Et des fois, on te permet même pas de le faire du fait des contraintes de l'équipe. Mais voilà, dans le CrossFit, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu travailler avec beaucoup de gens qui étaient très ouverts et qui étaient prêts justement à faire des choses différemment parce que on n'avait pas vraiment cet aspect de on a toujours fait comme ça, vu que ça fait que quelques années qu'on le fait de toute manière.
Ouais, puis ce qui est, je trouve, dans le milieu du CrossFit, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens sont quand même assez ouverts finalement à aller piocher un petit peu à droite et à gauche tout ce qui va leur permettre de pouvoir faire évoluer leur pratique. Et ce qui est assez paradoxal, c'est comme tu le disais, on se retrouve avec des sports où il y a des moyens qui sont assez démesurés pour le coup. Et c'est pas là où forcément on va aller chercher le plus à optimiser la performance. Ou moi, je trouve qu'il y a des investissements des fois qui sont faits dans la performance sur des choses qui peuvent paraître assez désuètes par rapport à des choses qui pourraient être parfois beaucoup plus simples et beaucoup plus pertinentes en termes d'amélioration même de la performance, qu'on parle sur les aspects performance physique, mais on pourrait en parler également sur les aspects de la récupération, etc. Tu vois, sur le contrôle de ce que peuvent faire les joueurs et les athlètes, moi je suis toujours assez effaré quand je vois l'hygiène de vie de certains athlètes qui se prétendent de haut niveau, alors qu'ils sont à haut niveau au sens propre du terme, mais quand tu vois derrière l'hygiène de vie et les moyens qui sont mis en place pour performer, tu te dis que le talent, des fois, fait bien les choses parce que si ils devaient uniquement se baser sur leur rigueur de leur hygiène de vie et de leur quotidien, ça serait pour eux sans doute très compliqué. Par rapport à ce que tu as vu sur le terrain depuis ces 3 ou 4 années, quelles sont selon toi les choses qui sont peut-être les moins bien compris, les moins bien comprises, pardon, et les choses qui sont peut-être les plus sous-estimées en termes de développement de l'endurance au sens large du terme? Je pense que on s'est un petit peu perdu ces dernières années, et c'est pas, je parle pas du CrossFit nécessairement, mais je parle de la préparation physique de manière générale. Et bien sûr, tout fonctionne par phase. Donc, on est dans une certaine phase. Dans 5 ans, on sera dans la phase suivante et c'est le pendule, hein. Donc, on revient toujours souvent à des choses qu'on a vues dans le passé. Comme tu l'as dit, la zone 2, c'est rien de nouveau. Ça fait des décennies que l'endurance fondamentale, ça existe et que les gens le pratiquent. De manière un peu plus globale, je dirais que, pour revenir à mon point initial, je pense qu'on s'est un peu perdu dans la recherche perpétuelle de la spécificité. Et on sait que c'est un principe important de la préparation physique, mais quand ça devient le seul prisme au travers duquel tu peux opérer, tu commences à devenir limité dans ta manière de faire les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand tu es tellement focalisé sur la spécificité que ta réflexion, c'est ah, mais si ça ressemble pas à mon sport, ça sert à rien. Ah, mais si c'est pas le même domaine temporel que mon sport, ça sert à rien. Si c'est pas la même mécanique que mon sport, ça sert à rien. Si c'est pas le même type d'effort, ça sert à rien. Et ça, c'est un discours que j'entends encore énormément de la part de sportifs parfois, de la part de coachs, et ça, je pense que c'est encore plus problématique parce que justement, on a complètement oublié cette phase de préparation physique générale et qui est une période où on fait des trucs qui ressemblent pas nécessairement à ton sport et qui sont pas faites pour que pour que tu deviennes meilleur dans ton sport, mais qui sont des choses qui sont faites pour que tu deviennes un meilleur athlète, un meilleur être humain, qui par la suite pourra devenir un meilleur spécialiste avec le travail spécifique dans leur discipline sportive. Mais on se retrouve avec des gens qui sont très bons dans leur sport, mais qui sont plutôt mauvais dès qu'ils sortent un petit peu du cadre de leur sport et de leur compétition. Et ça, je pense que pour la santé et le développement sur le long terme, c'est pas une bonne chose. Parce que quand tu es toujours à râler pâquerette avec ce que tu fais, parce que tu fais tout le temps la même chose toute l'année sous le prétexte de la spécificité, eh ben, tu n'as plus de base, tu n'as plus de conditions physiques. Et c'est en général ces personnes-là qui se retrouvent avec des plateaux de performance, qui se blessent. J'ai vu même, et ça c'est dans le CrossFit de manière plus spécifique, j'ai vu des personnes avec des problèmes hormonaux même, du fait de l'ultra spécificité, du fait de la haute intensité à gauche, à droite et tous les jours 5 fois. Euh, je veux dire, c'est malheureusement pas des schémas qu'on peut utiliser pour toujours. Ce qui est traître, c'est que dans le cadre du CrossFit, la haute intensité, c'est un des maîtres mots de la discipline, notamment dans le sport de compétition. Et ce qui est traître, c'est que tu peux très bien débuter et commencer par ce schéma-là avec le très haute intensité la majorité du temps et très bien t'en sortir et très bien progresser. Et l'analogie que j'utilise souvent, c'est que quand tu débutes, tu es une 2 chevaux et tu as beau mettre le pied au plancher, tu vas pas faire beaucoup de dégâts parce que tu as littéralement 2 chevaux de puissance sous le capot.
Le problème, c'est quand tu es, une 2 chevaux, et ça fait maintenant 2 ans que tu fais du CrossFit à bloc, et tu as toujours une 2 chevaux. Par contre, maintenant, tu as un V8 turbo sous le capot. Et là, le problème, il est beaucoup plus grand parce que tu appuies sur l'accélérateur, tu vas soit plier le châssis, soit tu vas aller sortir du virage ou te mettre dans un mur. Et c'est ce que je vois beaucoup, en fait. C'est au-delà de cette phase de, entre guillemets, cette phase de débutant, cette phase initiale où tu as des progrès qui sont faciles et tu peux plus ou moins tout faire et ça fonctionnera. Au-delà d'un certain point, une fois que tu accumules un certain volume d'entraînement, une fois que tu as quand même une intensité qui est élevée du fait que voilà, tu t'es entraîné, tu as gagné en masse musculaire, tu as gagné en condition, etc., en compétences techniques aussi, à un moment donné, il faut changer de vitesse. On ne peut plus juste être au rupteur en fond de deuxième. À un moment donné, il faut passer la troisième, il faut passer la quatrième. Et ce que ça veut souvent dire, c'est qu'il faut passer par des modes opératoires qui sont un petit peu différents. Il faut s'entraîner de manière un petit peu différente quand on passe ces différentes phases. Et donc, ce que je vois, c'est ça, c'est le manque de ce changement de paradigme, ce changement de perspective où on se dit, OK, maintenant j'ai vraiment pu pousser la machine jusqu'à un certain point avec ces entraînements. Mais si je veux un développement qui soit périn sur les 5 10 prochaines années, il faut que je commence à opérer différemment parce que je ne peux pas continuer à faire 10 compétitions dans l'année, continuer à me mettre 5 watts dans le nez chaque semaine, toute l'année, à jamais changer, à jamais prendre 2 semaines off, à jamais faire de travail qui est différent, à jamais changer l'intensité dans laquelle je perds. Et ça, je dirais que c'est ce que je vois le plus, c'est vraiment être enfermé en fait dans son sport. Ce qui est intéressant, c'est que le CrossFit, à la base, c'est une discipline, c'est une philosophie de préparation physique générale qui est au service du sport. Hein, cette pyramide initiale du CrossFit qui est super intéressante, mais on n'a pas assez souvent cette conversation de est-ce que tu fais du CrossFit pour ta santé, pour complémenter ton fitness et pour aller exploiter ton fitness dans d'autres sports, ou est-ce que tu fais du CrossFit pour devenir bon dans le sport du CrossFit? Et ça, c'est deux conversations qui sont très, 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 très différentes. Donc, ce qui manque le plus, à mon sens, c'est venir compléter l'entraînement avec du travail général et le travail d'endurance dont je parle assez souvent, c'est ni plus ni moins que ça. C'est du travail qui est très important quand tu commences à avoir 10 15 20 25 heures d'entraînement par semaine. Si tu n'as pas de conditions physiques, que tu n'arrives pas à récupérer et que tu n'arrives simplement pas à tolérer la charge que tu te mets toutes les semaines, eh ben, à un moment donné, ça va simplement pas avancer aussi bien que ce que tu voudrais. Et ce serait mon constat, c'est que voilà, faut venir remplir un petit peu ces cases qu'on a oubliées pendant un moment, des fois à juste titre, des fois à tort, mais voilà, il faut avoir un entraînement qui soit un petit peu plus équilibré, un petit peu mieux équilibré, et s'assurer qu'on n'ait pas des facettes qui soient complètement délaissées pour une raison ou une autre. Et c'est vrai que, comme tu le dis, là, je trouve que le CrossFit a été un petit peu dénaturé et aujourd'hui, beaucoup confondent la méthodologie CrossFit et le sport du CrossFit. Et moi, c'est quelque chose euh, sur lequel j'ai un petit peu de mal, tu vois, sur le terrain. Alors moi, dans ce que je fais en termes de formation, en termes de séminaire, en termes de coaching sur la partie gymnastique, c'est qu'en effet, je rejoins parfaitement ton propos. Les gens s'entraînent pour développer des compétences, mais ne s'entraînent pas pour développer des qualités physiques. Et ça, pour moi, c'est la grosse problématique. Puisque, notamment sur la partie, si je prends la partie qui est la mienne, sur la partie gym, dès qu'il y a un nouveau skills qui sort, et ben, tout le monde se retrouve un petit peu en panique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens se sont entraînés sur tel ou tel skills, mais dès qu'on sort un petit peu du cadre de ce qui est fait en temps normal, et donc qu'il y a un nouveau skills ou qu'il y a une nouvelle façon d'aborder un skills spécifique, et ben, les gens se retrouvent en difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont enfermés dans une certaine manière de faire, dans une certaine approche. Et en fait, ils n'ont pas misé sur le développement de qualité physique. Je parle souvent de la notion de pattern, des patterns de bras fléchis, bras tendus. Toutes ces choses-là, ben, en fait, elles sont un petit peu squeezées au détriment de vouloir impérativement cocher telle ou telle case. Alors, on sait que par exemple, sur la pratique gym, bah, tu vois, l'aboutissement, c'est de faire un ring muscle up, c'est de faire du handstand walk, c'est de faire des pirouettes maintenant. Alors qu'en réalité, la gym, c'est beaucoup plus large que ça au sens général du terme, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans tes propos, notamment en termes d'endurance. L'endurance, c'est pas juste quelque chose qui va nous permettre de performer, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de développer une récupération qui sera sans doute bien meilleure et de développer d'autres facteurs physiologiques qui vont venir se greffer
à la performance ou non, parce que finalement, que vous soyez athlète de haut niveau ou que vous soyez juste crossfitter loisir, juste pour entretenir finalement la forme et votre niveau de santé, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart des gens qui vont nous écouter peut-être sur cet épisode ou peu importe, hein, sur les tiens, ou quel que soit le milieu dans lequel vous allez pouvoir discuter du CrossFit, 80 voire 90% des gens sont là simplement pour la pratique, pour se maintenir en forme et pour pouvoir bouger deux, trois fois, quatre fois par semaine et non pas d'objectifs purement compétitifs. Et même des gens, si tu veux, qui vont se retrouver, je pense, en compétition, le font à titre de loisir. Ils n'ont aucune ambition derrière. Donc, c'est vrai que cette notion de préparation physique généralisée, des fois, je trouve qu'elle est un petit peu biaisée parce que justement, il y a des mecs qui se prennent pour des top athlètes en voulant s'entraîner deux fois par jour, alors qu'en fait, bah, à côté de ça, ils ont une vie, quoi. Ils ont un boulot, ils ont une vie de famille, etc. Et que du coup, bah, ça peut venir au détriment de l'entraînement une fois par semaine, une fois par jour, pardon. C'est des gens qui vont vouloir s'entraîner plus que de raison. Et à la sortie, bah, ça va être assez négatif dans leur progression. Est-ce que toi, tu as pu, je sais que tu suis pas mal de CrossFitters top niveau. Est-ce que tu as dû tenir un discours de régulation vers ces personnes-là? Ou est-ce que de manière générale, c'est des gens les personnes que tu suis ont assez bien compris et avait déjà une bonne capacité à se gérer, ou est-ce que toi, tu as eu vraiment un impact sur ces aspects-là? Je pense que ça va toujours dans les deux sens, parce que moi j'ai mon discours, mais après il y a aussi tout le travail de la team et de l'athlète en question. Si on prend un exemple, à l'heure actuelle, je travaille avec Claudia, la crossfiteuse française, Mhm. et dans son cas, ben, ça fait bientôt 2 ans maintenant qu'on travaille, plus de 2 ans et demi, si je ne me trompe pas. Euh, j'ai la chance de collaborer avec Luc, avec Basile, avec Max, les autres coachs qui l'encadrent. Donc, c'est toujours une conversation. Et une des conversations était notamment, après les semis l'année dernière, de se dire, voilà, comment est-ce qu'on va travailler? Est-ce qu'on travaille de la même manière que ce qu'on a fait avant? Est-ce qu'on change un petit peu de mode opératoire? Et ce qu'on a fait avec Claudia en 2023, c'est qu'elle a fait, après les semis, elle a fait déjà un mois de break complet. Elle en avait besoin pour la tête et pour le corps. Je ne pense pas que ça fasse de mal non plus. Et derrière, elle a fait pas loin de 3 mois de travail spécifique, très, très focalisé sur le renfort, la prise de masse et la course à pied. Même si de prime abord, ce n'est pas deux choses qu'on voudrait travailler en même temps, pour elle, c'est deux choses qu'elle avait besoin de travailler en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a fait très, très peu de CrossFit pendant cette période. Je crois qu'elle a peut-être fait un WOD le samedi comme ça, mais voilà, 3 fois rien en termes de CrossFit. Et pour elle, on a vu que c'était une des choses qui lui manquait pour passer au niveau supérieur. Si elle essayait de maintenir tout son volume de CrossFit dans la semaine, qu'elle peut gérer déjà parce qu'elle voilà, elle opère à un très haut niveau déjà, mais si elle essayait de continuer à juste faire des WOD tout le temps, ben, je ne pense pas qu'elle aurait passé le palier qu'elle a réussi à passer. Elle en sort avec ouais, une super perf à Madrid en team, une super perf au Dubaï où elle fait troisième. Et donc là, on a vu sur 6 mois qu'on pouvait opérer différemment et que ça pouvait être bénéfique. Après, ça, c'est pas venu de moi, ce changement, il est venu collectivement de l'équipe, des coachs, du staff et de Claudia aussi, parce que c'est toujours une collaboration hein, entre les coachs ou la coach, le coach et l'athlète. Donc c'est ce que j'ai vu et j'ai aussi, ben, en parallèle à ça, oui, les retours des gens qui m'écoutent, des gens qui suivent mes progs et qui mettent en place ces idées-là. Et les retours, ils sont sans équivoque. Je veux dire, le fait simplement de mettre en place un travail simple et structuré en termes d'endurance, eh ben, ça va très simplement venir complémenter ton CrossFit. Alors, Parce c'est très que, intéressant. C'est très intéressant. Je te coupe, Chum, je vas-y, rebondis vas-y. juste sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant. C'est quelque chose sur lequel j'insiste également beaucoup. On est plusieurs d'ailleurs à insister de plus en plus et je pense qu'il faut s'en réjouir. C'est sur l'aspect de se dire, bah voilà, on identifie des choses sur lesquelles il y a de potentielles faiblesses
Et sur ces choses-là, eh ben, on va adapter quelque chose de très spécifique pour pouvoir venir combler ces manquements. Et notamment, comme tu le dis, avec Claudia, donc, qui est déjà une athlète d'un niveau extrêmement avancé, pour ne pas dire qu'elle fait partie du top niveau. Et on se rend compte que bah, elle, pendant 3 mois, comme tu le dis si bien, bah, elle a laissé les WOD complètement de côté pour vraiment s'orienter sur un travail spécifique, sur ses manquements. Et ça, je trouve que c'est quelque chose aujourd'hui où les gens, alors, qui n'est pas forcément lié qu'au CrossFit, hein, je le retrouve beaucoup dans d'autres milieux, où les gens Mhm. ont parfois un petit peu de mal, tu vois, à délaisser un petit peu certaines choses un petit peu plus plaisir, hein, comme on pourrait les appeler, pour vraiment se focaliser sur, sur un objectif bien précis, sur un manquement qui peut intervenir dans son fitness. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui, je pense que les gens ont du mal à accepter et ont du mal à le faire. Combien je reçois, moi, de messages, et je pense que toi, ça doit être un petit peu pareil, de gens qui te demandent lorsque tu mets une prog en place, oui, mais est-ce que je vais avoir un WOD ou est-ce que je peux continuer à WODer à côté? Donc, je ne sais pas quelle est ta réponse, mais en tout cas, ma réponse, elle est Ouais. sans équivoque. C'est si tu prends une programmation pour m'expliquer que tu continues à WODer, ne la prends pas en fait. Ne la prends pas, reste dans ton schéma classique. Pourquoi? Parce que si à partir du moment donné où tu viens me contacter, ou tu contactes quelqu'un pour venir combler une faiblesse, donc tu lui demandes de faire une programmation, d'adapter quelque chose, et que derrière, ça n'est pas sa priorité, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de commencer. Moi, je mets un stop tout de suite. Est-ce que toi, du coup, tu fonctionnes aussi comme ça? Ou est-ce que les gens qui viennent te voir ont déjà bien conscience qu'ils vont devoir faire un trait sur certaines choses pour se mettre focus sur ton travail à toi? Ouais, je suis très en alignement avec toi là-dessus. Je suis clair par rapport à mes prog vélo notamment, mes prog course à pied. Si tu veux avoir les meilleurs progrès possibles, il va falloir, alors pas arrêter complètement, mais un WOD par semaine maximum pendant la période où tu vas suivre le programme pour te donner l'opportunité de vraiment en tirer le maximum de bénéfices. Est-ce que tu pourrais faire la prog en parallèle et continuer à WODer? Oui, bien sûr, tu peux. Est-ce que ça va être le mieux pour toi? Je te garantis que non, parce que ce que tu vas simplement faire, c'est doubler ton volume d'entraînement hebdomadaire sans rien changer. Et ça, c'est clairement une recette pour se faire mal ou pour avoir des soucis. Donc, oui, oui, ma recommandation, elle vient toujours avec, on va changer ça pendant un petit moment, mais t'en fais pas. Ensuite, on reviendra sur des watts, tu pourras te retester. Et ça, je pense, comme tu l'as dit, c'est un changement qui fait peur à beaucoup de gens parce qu'on se dit, ben, si je fais pas mon sport, je vais devenir mauvais et j'ai pas envie de devenir mauvais. En plus, un des autres pièges, c'est que le CrossFit, on est tout le temps en train de se tester. Alors que normalement, à ce stade, on devrait avoir compris la différence entre l'entraînement et le fait de se tester. Et la difficulté, c'est que quand tu fais des WOD pour t'entraîner, ben, tu te testes invariablement sur beaucoup de ces efforts également, ou peut-être on devrait prendre une approche un petit peu plus parcimonieuse et se dire, ben, là, je m'entraîne, donc le but, c'est quoi? C'est la technique, c'est le pacing, c'est la gestion, c'est les transitions. On a plein de choses sur lesquelles on peut se focaliser en dehors de juste dire, je vais aller le plus fort possible et je vais essayer de faire un PR. Parce que plus on avance et plus les PR ils vont être loin les uns des autres, éloignés les uns des autres, et plus il faut se donner la chance de s'éloigner du sport pour mieux y revenir et pour mieux performer. Donc, je pense que c'est beaucoup une histoire de confiance. Parce qu'on a cette gratification instantanée du WOD, tu te fais mal, tu vois le résultat sur le tableau. Par contre, si tu te dis, ben là, pendant 3 mois, je vais opérer différemment et dans 6 mois, je vais voir les résultats, ça demande de la patience et de la confiance. Et en général, si tu n'es pas accompagné par quelqu'un qui te dirige dans cette direction, bah, tu vas simplement pas le faire parce que tu as peur de faire n'importe quoi, tu as peur de perdre tout ton fitness et tu as peur de ne pas revenir au meilleur niveau. Et clairement, tu peux pas t'attendre à faire 3 mois de quelque chose d'autre et le jour où tu reviens, tout sera différent. Non, tu vas prendre cher les 2 premières semaines quand tu reviens, ça on le sait, c'est toujours pareil. Bah, d'ailleurs, avec Claudia, c'était assez mal tombé malheureusement parce que la semaine où elle revenait avec un peu plus de CrossFit après cette phase plus spécifique et plus dissociée, c'était, si je ne me trompe pas, c'était la semaine des qualifs des Rogues. Et ils étaient Ok. particulièrement difficiles cette année et elle a pris plutôt cher sur ces tests-là.
simplement du fait qu'elle n'était pas prête pour ces tests-là. Ça faisait 3 mois qu'elle faisait quelque chose de différent. Elle se remettait tout juste à refaire des WOD et à se remettre là-dedans. Ça a pris 3 semaines, ça a pris un mois, mais ensuite, quand elle est allée à Madrid en team, elle était super et à Dubaï, elle était géniale aussi. Donc, il faut se donner le temps de faire différemment, il faut se donner le temps de revenir et il faut se donner le temps de se voir progresser et de capitaliser sur ses efforts. Donc, le mieux que je pense que les gens puissent faire s'ils veulent faire cette transition, mais ils ne savent pas comment la faire, c'est donne-toi 4 mois. Donne-toi 4 mois, tu vas faire 2 mois et demi où tu vas travailler sur les qualités, où tu sais que tu es déficient, où tu ne travailles pas assez pour compléter ton profil, tout en gardant un petit fil de ce que tu fais déjà bien. Parce que est-ce qu'on peut tout changer? Oui, mais garde un petit fil parce que, un, mentalement, ça te fera du bien, et deux, comme ça, tu gardes un pied dedans, mais vraiment un pied, voire un doigt de pied, pas plus. Et ensuite, tu reviens et tu refais 6 semaines de spécifique. Et je te garantis que si tu fais intelligemment les choses et que tu gères bien ta forme au quotidien, si tu gères bien ta charge d'entraînement, quand tu reviens, tu seras meilleur. Tu seras tout simplement meilleur parce que tu auras comblé des brèches, tu te seras affûté, tu auras construit une meilleure base. Et quand tu reviens sur le spécifique, tout se passera mieux. En tout cas, c'est ce que je vois et je vois maintenant de plus en plus de personnes passer le pas, prendre sur eux, se dire, voilà, je prends les 6 prochains mois et on va faire un truc différent. Mais ce qui est génial avec cette manière d'opérer, c'est que tu vas apprendre énormément. Tu vas apprendre énormément sur toi, tu vas apprendre énormément sur ce que tu as besoin de faire, tu vas apprendre énormément sur ce processus justement d'alterner entre des phases générales et des phases spécifiques. Ah, là, je suis revenu, mais je suis revenu un peu trop fort. Ah, j'étais un peu trop pressé de voir mes meilleurs perfs, j'aurais dû attendre encore un petit peu. Toutes ces petites choses qu'on peut affiner par la suite. Là, avec Claudia, on a fait un cycle de près de 6 mois entre les semis et Dubaï. Et ben, on a eu un call 2, 3 semaines après avec toute la team. Et en gros, c'était, ben, on va prendre les mêmes et on va recommencer parce que ça a super bien fonctionné. On sait que là et là, on a un petit peu merdé, donc on va faire un petit peu mieux. On va ajuster ci, on va ajuster ça. Mais au final, maintenant, on a un template qui, on sait, va bien fonctionner. Alors, peut-être pas parfait. Le fameux stick to the basic, quoi. C'est revenir à des choses essentielles, élémentaires. Et c'est vrai que c'est des choses, c'est quelque chose en tout cas, qui a souvent tendance à être sous-estimé. On pense toujours qu'il faut aller chercher une optimisation, toujours vouloir changer, toujours vouloir révolutionner. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez récurrent. Et pour le coup, bah, pourquoi ne pas s'appuyer sur un modèle qui marche déjà, un modèle sur lequel on a trouvé un fonctionnement qui est opérationnel et sur lequel on a des résultats autant chiffrés sur le plan peut-être des données qu'on peut recevoir comme sur le plan du résultat de manière plus générale. Et c'est Mhm. vrai que cette notion de déspécialisation dont tu parles est assez intéressante parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle est très sous-estimée. Et moi, tu vois, de mon côté, je trouve qu'avec sur la pratique gym, en venant intervenir, en découvrant de manière un petit peu plus approfondie le CrossFit, ça m'a permis justement d'amener ce niveau de déspécialisation en début de saison. Ce podcast est sponsorisé par Northern Spirit, marque française de textiles dédiée à l'entraînement fonctionnel. Vous pourrez donc retrouver une large gamme de produits alliant confort et durabilité lors de vos entraînements. Tu veux donc combiner look et performance? Alors rendez-vous sur www.northernspirit-sport.com. Et pour le coup, à tort. Et du coup, le CrossFit, je pense qu'il permet justement de pouvoir sortir de certaines idées reçues, tu vois, notamment avec l'intégration de travail de charge additionnelle, du travail de squat, du travail postural chez les gymnastes qui est assez intéressant, mais qu'on pourrait finalement adapter à bien d'autres personnes. Mhm. Et ça, c'est des choses qui sont très, très, très sous-estimées et dont tu es en train de nous faire finalement bah, l'éloge, hein, l'éloge de la déspécialisation et finalement de se faire confiance et d'où l'importance d'être suivi par des personnes expertes dans un domaine donné, dont tu es la tête de proue sur les aspects physio, parce que dans la francophonie, il y a peu de gens qui proposent ce que toi tu proposes, et notamment avec les tests de profilage, dont tu nous diras peut-être un mot un petit peu plus loin dans cet épisode. Mais c'est vrai que je trouve que la notion de programmation aussi est peut-être quelque chose à la fois très surestimé. Je pense que les gens surestiment grandement ce qu'ils sont capables de faire à court terme, mais sous-estiment complètement ce qu'ils sont capables de faire à long terme. Je ne sais pas si tu as
si tu as le même sentiment. Et la notion de programmation sur une année complète, aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être l'un des manquements qu'on peut retrouver dans le CrossFit, où les gens font des cycles. Tu vois, je vais te prendre un exemple sur la gym parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que je connais. Les gens vont faire un cycle, par exemple, sur le handstand, ou vont faire un cycle sur les pull-ups, ou un cycle sur les muscle-ups, mais ne vont pas faire des cycles, si tu veux, structurés. Sur, par exemple, dire, bah, sur 3 mois, on va être sur le développement de la force. Sur les 3 mois suivants, on va être sur du travail semi-technique. Sur les 3 mois suivants, on va être sur du travail purement technique. Et sur les 3 derniers mois de l'année, c'est-à-dire dans le dernier trimestre, eh ben, on va être sur du cyclage, etc. Et tu vois, c'est des choses qui peuvent paraître assez élémentaires, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça manque un petit peu dans le CrossFit. Alors, encore une fois, hein, je tire pas je tire pas sur l'ambulance, mais je pense que ça va peut-être être l'un des axes de développement dans les prochaines années. Moi, je le vois par rapport à la pratique de la gym compétitive, où nous, on a des objectifs qui sont clairement affichés. Si tu veux, on a des dates compétitives, il y a des échéances butoirs et qualificatives, bien entendu, mais sur lesquelles on est capable de dire, bah, il va falloir être là, tel jour, à telle heure présent le jour J. C'est toujours difficile de parler de pic de performance parce qu'en réalité, personne n'est capable de prédire et de dire bah, tel jour à telle heure, tu seras au top de ta performance. Mais moi, je préfère parler de plage, de plateau de performance, tu vois, sur 5, 6 jours, tu vois, être capable d'amener quelqu'un à être performant sur un plancher de 5, 6 jours. Et ça, aujourd'hui, bah, tu vois, je pense qu'en CrossFit, ça manque. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance un petit peu à se disperser par les nombreuses compétitions, les nombreux événements, etc. Et est-ce que toi, tu as pu observer ça, que certaines personnes, des fois, je trouve, ont du mal à s'asseoir en début de saison, tu vois, et de se dire, bon, OK, cette année, je fais quoi? Quel est l'objectif principal? Quels vont être un petit peu les jalons intermédiaires qui vont me permettre de préparer? Est-ce que toi, tu ressens un petit peu cette chose-là, ou est-ce que j'ai une vision peut-être qui est erronée, ou que je me rends compte qu'elle intervient uniquement dans mon milieu? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire à ce sujet-là? Non, je le vois exactement comme toi et c'est aussi un de mes axes de conversation et de partage, c'est sur cette planification à plus long terme. Et ce fait que bah, si tu veux performer à ton plus haut niveau, là on parle, on sort du sport santé et on passe sur le côté, le versant performance. Quand tu as une compétition à un moment donné dans laquelle tu veux performer, eh ben, il faut organiser ta planification autour de cette date, tout simplement. Et pour beaucoup, ce que je vois dans le milieu amateur, c'est des gens qui font trop de compétitions. Des gens qui pensent que c'est la compétition qui va les rendre meilleurs, donc on va faire une compète toutes les 2 semaines et comme ça je serai meilleur à la fin de la saison. Ce dont il faut se rendre compte, c'est lorsqu'on atteint un certain niveau, le fait de faire un affûtage, baisser un petit peu le volume d'entraînement avant une compétition, disons une semaine avant pour faire simple, et la récupération tant physique que mentale et émotionnelle après une compétition, ça prend à peu près 2 semaines, hein. Une semaine avant, une semaine après. Si tu fais 10 compètes dans l'année, c'est 20 semaines. 20 semaines, c'est 40% des 52 semaines que tu as dans l'année. Donc ça veut dire que pendant 40% du temps, tu t'es pas entraîné, tu t'es pas développé, tu t'es juste testé. Est-ce que tu as vraiment besoin? Et certains en ont besoin. Certains sont peut-être des monstres à la salle, mais dès que c'est 3 2 1 go sur le floor, il n'y a plus personne et émotionnellement, ils tombent en morceaux. Pour ces personnes-là, ça vaut peut-être la peine justement de faire plus de compétition. Mais en dehors de ça, si tu as besoin de combler des brèches, si tu as besoin d'augmenter ton niveau sur certaines compétences, si tu sais ce que tu as besoin de travailler au niveau physique, physiologique et structurel, eh ben, ça, c'est des choses qui vont prendre du temps. Et si tu te donnes pas les semaines qu'il faut pour que ça se passe, les semaines et les mois, eh ben, tu vas simplement pas atteindre tes objectifs. Donc, on se retrouve encore une fois dans ce je veux tout maintenant, je veux être meilleur demain, je veux pas me donner 6 mois pour me voir progresser. Et ça, je pense que c'est vraiment un frein aux gens qui veulent progresser. On en revient aussi à un aspect important de la planification qui est la monotonie. La monotonie qui est en gros à quel point cette semaine ressemble à la semaine suivante et à la semaine dernière. Et on sait que pour progresser, il faut pas l'éliminer complètement, mais il faut manager intelligemment la monotonie. C'est-à-dire que tu peux pas juste faire les mêmes entraînements chaque semaine tout le temps, parce qu'à un moment donné, ça va plus être suffisant pour stimuler ton corps pour qu'il s'adapte. Et ça, c'est vrai que ce soit un entraînement qui est trop facile ou un entraînement qui est très difficile.
tu peux avoir un entraînement qui est très monotone, entre guillemets, d'un point de vue planification, en faisant des activités différentes de CrossFit tous les jours, mais en faisant des WOD à bloc tous les jours. Parce que si tu es à bloc tous les jours, ben, ton corps, il a qu'un seul signal, c'est à bloc tous les jours. Et tu n'as pas de variation. Et c'est les variations qui font que le corps continue à s'adapter. Et si tu fais tout le temps la même chose, que tu es, encore une fois, tu es au rupteur en fond de deuxième et que tu fais que ça, ben, ton corps, il connaît qu'un seul truc et il va pas vouloir s'adapter plus loin. Et donc, se donner l'opportunité vraiment de planifier ses phases intelligemment, de se dire, voilà, cette année, quel est mon objectif? Et donc, par rapport à cet objectif, quelles sont les compétitions où je vais pouvoir m'exprimer? Quelles sont les compétitions principales où je veux performer? Je ne pense pas que tu devrais en avoir plus de 2 à 3 dans l'année. Si tu veux faire plus de compètes, va les faire en team avec tes potes, va t'amuser, va faire des trucs sympas, va faire d'autres sports, va faire du trail, va faire des compètes en haltéro, va faire une compète en force athlétique. Il y a plein de choses que tu peux faire en tant que crossfitter qui vont être très, très intéressantes et complémentaires pour toi, mais qui n'ont pas besoin d'être une compétition de CrossFit. Et ça, je pense vraiment que c'est quelque chose qui doit évoluer et qui est en train d'évoluer et qui va continuer à évoluer pendant les années qui viennent. C'est justement cette perspective un petit peu plus réfléchie sur le moyen long terme et comment on peut s'organiser d'un point de vue entraînement, planification et priorisation des échéances compétitives pour simplement atteindre ses objectifs, continuer à progresser et surtout continuer à prendre du plaisir aussi. Mais ça, je pense que c'est entièrement duplicable sur le. On parlait du sport de performance, mais je pense que c'est entièrement duplicable sur la notion de sport loisir et même de sport santé. Mm. C'est-à-dire où les gens, encore une fois, ce que je disais, surestiment complètement ce qu'ils sont capables de faire sur du court terme et sous-estiment complètement le long terme. Euh, si on prend, tu vois, la pratique un petit peu plus sport loisir, sport santé, tu as des gens qui vont arriver, qui ont mis 5, 6, 10 ans à prendre 20, 25 kilos et qui vont vouloir les perdre en 3 mois, en fait. Donc, on retrouve toujours cette même analogie, Mhm. c'est-à-dire on veut que ça arrive vite, que ça se fasse vite, qu'il y ait vite du résultat. Et tu vois, c'est le point commun que j'ai un petit peu avec toutes les personnes qui viennent intervenir sur ce podcast. Tout le monde me fait cette réflexion de dire aujourd'hui, les gens sont dans un niveau de consommation, où il faut vite avoir du résultat sans trop d'efforts. Et finalement, ils sont parfois à milieu de visualiser le parcours qui va devoir être le leur pour atteindre leur objectif, qu'il soit compétitif finalement ou non. Je pense qu'il est important d'être capable de prioriser les choses. À un moment donné, l'objectif, par exemple, d'une personne qui va être sur une démarche de sport santé, l'objectif, c'est d'améliorer sa santé. Mais par contre, pour améliorer sa santé, eh ben, il va devoir passer par certaines étapes, parmi lesquelles on retrouvera le développement de la mobilité, de la souplesse, comme tu le disais, développement du système cardio-respiratoire, parce que c'est quand même un petit peu la clé de voûte de la santé d'une personne. Et puis par la suite, se focaliser peut-être aussi sur le développement musculaire. Mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, établir vraiment des jalons dans la progression et des objectifs, et non pas sur des objectifs à la semaine, mais sur des objectifs de 3 6 9 mois, 1 an, voire 5 ans. C'est pas pour rien si dans le sport de haut niveau, on parle de. Il y a des. Après, c'est le cadre compétitif qui le dynamise, mais la notion de cycle olympique, quand on a des athlètes qui rentrent dans un cycle olympique, ils se préparent, c'est-à-dire qu'ils ont 4 ans pour se préparer pour un objectif ultime qui va être celui des Jeux Olympiques. Mais à travers ces 4 ans, il va y avoir des championnats de France, il va y avoir des championnats d'Europe, il va y avoir des championnats du monde, il va y avoir des étapes de Coupe du Monde, des qualifications. Et il faut que tout ça soit plutôt bien orchestré. Et forcément que c'est des athlètes qui vont pas être fond de balle pendant 4 ans parce qu'on sait que 4 ans, c'est long. Il peut très vite y avoir cet aspect de monotonie. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et puis, il va y avoir des phases de moins bien parce que c'est quelque chose que j'aimerais qu'on aborde après. C'est la notion de, comme je le disais tout à l'heure, des gens qui vont avoir un boulot, qui vont avoir une famille à gérer à côté, qui vont avoir les complexités, les complexifications du quotidien, des choses inattendues, qui fait que ça va venir influer sur le niveau de performance. Euh, et justement, j'aimerais avoir ton avis éclairé sur le sujet. Est-ce que tu penses que l'environnement global dans lequel les gens vivent va avoir un impact physiologique, même si on sait que forcément il va y avoir un impact sur le plan
chimiques, notamment sur tout ce qui va être la dopamine, l'adrénaline, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus est-ce que toi, tu as constaté des choses sur ce sujet-là? Tout à fait. Je pense que de manière générale, on en fait trop du côté entraînement et on n'en fait pas assez du côté de la récupération. Et quand je dis récupération, ça veut pas dire acheter des bottes à 1500 balles, acheter un bain froid à mettre sur son balcon. Et je dis pas que ces choses-là servent à rien, mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. La base de la récupération, c'est ton sommeil, ta nutrition, ton hydratation et ta gestion du stress. Et peut-être ajouter à tout ça ton exposition au soleil et voilà, ta santé mentale, si on veut bien. Et si tu prends pas soin de ces pièces maîtresses, eh ben, voilà, tu vas simplement pas retirer de tes entraînements autant que tu pourrais. Et tu as beau t'entraîner plus fort, juste parce que tu t'entraînes plus fort, ça ne veut pas dire que tu auras de meilleurs résultats derrière. Parce que les résultats, ils viennent de l'adaptation. L'adaptation, elle se fait pendant la récupération. C'est pendant le sommeil que ton cerveau intègre de nouvelles compétences motrices. C'est pendant le sommeil que tes muscles y grandissent. Enfin, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes à comprendre. Et je pense clairement que de manière générale, on en fait trop sur l'entraînement et on n'en fait pas assez sur la récup. Et moi, le premier, hein, j'ai fait ça quand je faisais de l'haltéro, où je faisais de l'haltéro, mais je dormais pas parce que mon fils avait la colique quand il était gamin. Je bossais à bloc à côté. J'étais vraiment pas dans les meilleures conditions pour performer. Alors, j'ai progressé un petit peu, certes, mais est-ce que j'aurais pu bien mieux progresser en m'entraînant un petit peu moins et en prenant plus soin de moi à côté? Très certainement aussi. Donc, je pense qu'on est vraiment dans ce schéma de plus, c'est mieux. Et si je m'entraîne plus, et si je m'entraîne plus dur, et si je m'entraîne plus fort que l'autre, moi, je vais être mieux. Mais on le fait souvent, malheureusement, au détriment de notre santé et au détriment de tous ces aspects de récupération qui, encore une fois, qui demandent énormément de patience et du fait de croire à ton processus d'entraînement. Hein, quand tu peux pas juste te tester tous les jours, parce que si on arrête de WODer tous les jours, bah, on se teste pas. Donc, comment tu sais que tu t'améliores ou pas? Ben, on ne sait pas. Puis tu vas peut-être même revenir en arrière un petit peu pendant 2 mois pour ensuite repartir plus haut et plus fort pendant un mois ou deux. Donc, si on continue, en gros, je pense que si on continue de se juger au jour le jour, on va jamais progresser. On va jamais progresser parce qu'on sera tout le temps limité par le fait de si je suis pas en forme demain, ça va pas, donc il faut que je sois en forme demain, donc il faut que je fasse tout le temps la même chose parce que sinon je vais perdre ma forme. J'assimile un Et peu ça, tu vois, aux gens qui veulent perdre du poids et tu vois, qui vont monter sur la balance tous les jours, en fait. Tu vois? Hmm, Et il suffit qu'un jour, il y ait que la courbe de progression soit un petit peu dans la tendance à la baisse et qu'un jour, ça remonte un petit peu. Et ben, c'est des gens qui vont complètement lâcher l'affaire au lieu, encore une fois, de s'inscrire sur une logique à long terme, quoi. c'est ça, c'est ça. Et c'est la différence de perspective entre je regarde le chiffre tous les jours et c'est le chiffre qui va me dire si j'ai bien fait mon travail ou pas, versus je cherche à regarder la tendance sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et si la tendance va dans la bonne direction, je sais que je suis dans le juste, chose qui, à mon avis, serait beaucoup plus pertinente. Le fait de regarder la tendance sur une perte de poids, parce qu'on connaît les variations journalières qu'il peut y avoir, on connaît même les variations sur une même journée. Hein. Tu te pèses à 6 heures le matin, tu te pèses à midi, tu te pèses à 6 heures le soir, tu vas pas La même peser chose. pareil. Donc, c'est toutes les choses qui sont très, très importantes. Et ouais, je pense vraiment que ça vaut la peine de peut-être remettre en question ces perspectives qu'on a, avec lesquelles on a opéré pendant un certain temps et qui peut-être étaient positives à ce moment-là. Mais voilà, si on veut vraiment aller plus loin, si on veut faire des choses qu'on n'a jamais fait avant, il faut peut-être opérer d'une manière qu'on n'avait jamais entrevue avant ou une manière dont on s'était jamais donné les moyens d'essayer. C'est ça aussi, hein, c'est se donner les moyens, c'est se donner le temps de, c'est se dire, voilà, je me donne 4 mois, je me donne 6 mois et je vais faire les choses différemment, je vais explorer, je vais tester et ensuite je vais apprendre et je vais voir ce qui fonctionne, je vais voir ce que je dois encore ajuster. C'est un processus qui prend du temps et qui prend de la confiance et qui prend de la patience, toutes les choses qui sont un peu plus dures à- à justifier, on va dire, au jour le jour. Les gens, en tout cas, ont de plus en plus de peine à justifier le fait de prendre du temps, le fait d'être patient, le fait de ne pas voir les résultats tout de suite. Mais je pense vraiment que pour passer au niveau supérieur, c'est ce dont beaucoup ont besoin. Et de ce que j'ai pu voir, la grande majorité des gens qui ont mis ça en application en ont vu les bénéfices. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis, c'est la notion aussi de responsabilisation des gens
Mhm. dans leur projet, entre guillemets. Et je sais qu'on avait eu l'occasion d'en discuter ensemble sur l'aspect de ce que toi tu fais en termes de travail et ce que moi je peux faire également en termes de formation, puisque tu as une formation, tu nous en parleras peut-être un petit peu plus approfondie par la suite. J'ai également, moi, mis en place une formation. Et le but du jeu, c'est aussi de responsabiliser les gens et de leur apporter de la lisibilité dans ce qu'ils font. C'est aussi tout l'intérêt du travail de vulgarisation que tu peux faire sur ta thématique et sur ce que moi, je peux faire sur la mienne. C'est d'amener les gens à comprendre ce qu'ils font et à rentrer en interaction avec leur fonctionnement et leurs objectifs quotidiens, c'est-à-dire de les amener vers un niveau de compréhension qui à la fois va leur permettre d'atteindre leurs objectifs, mais aussi va les enrichir sur le plan, comment dirais-je, leur apporter une notion éducative. Et cette notion éducative, je pense qu'elle est très importante parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens font beaucoup par mimétisme mais ne cherchent pas forcément à comprendre ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir également sur les coachs. Moi, je le vois notamment dans le milieu du CrossFit et notamment de la gym. Les gens vont faire des posts en disant le top 5 des exercices pour le muscle-up, etc. Mais en réalité, il n'y a aucune cohérence dans ce qui est proposé. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui font par mimétisme, mais qui n'ont pas une réflexion aboutie sur ce qu'ils font et ce qu'ils mettent en place, ce qui fait que derrière, les gens se disent, bah, tiens, je vais faire ces 5 exercices. Mais si j'y arrive pas avec ces 5 exercices, c'est que c'est moi qui suis mauvais. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que ils n'ont peut-être pas compris l'intérêt de tel ou tel exercice. Peut-être que tel ou tel exercice n'est pas adapté à l'objectif du moment ou en tout cas par rapport à sa morpho, par rapport à son anatomie, etc. Donc, c'est des choses, je trouve, qui sont intéressantes d'apporter de la profondeur et de la réflexion aux gens et de les amener à une réflexion sur leur propre travail et sur comment ils doivent l'aborder. Et du coup, toi, comment tu essayes de véhiculer ce message? Parce que je sais qu'on en avait parlé notamment avant que je lance ma formation, je t'avais un petit peu interpellé sur le sujet. Euh, Comment tu abordes un petit peu, toi, ces choses-là pour vraiment impliquer les gens dans la quête de leurs objectifs? Je vais commencer avec une petite histoire parce que j'ai fait passer un test là juste tout à l'heure à midi et j'ai eu exactement ce discours. Donc je vais raconter cette histoire-là et je donnerai ensuite l'outil qui, à mon avis, est le plus intéressant pour mettre ça en place au quotidien, qui demande simplement d'être présent dans son activité, de réfléchir un petit peu et de se poser les bonnes questions, mais qui est vraiment accessible à tous. Donc la petite histoire, j'ai fait un test d'effort avec un coureur tout à l'heure. Et à la fin, il me disait, ouais, moi je travaille tout seul parce que quand je travaille avec un coach, ben, c'est difficile parce que j'ai le programme, mais après j'ai des potes qui veulent aller peut-être faire une sortie en rando ski et skier une belle montagne et je peux pas faire ça parce que je suis en train de suivre le programme. Et ce que je lui ai dit, c'est que après quelques minutes de discussion, je lui ai dit, le fait d'avoir un programme d'entraînement et d'y coller à la lettre chaque rep, chaque série, chaque exercice exactement comme c'est écrit tout le temps, c'est tout aussi problématique que de ne pas avoir de plan d'entraînement, malgré le fait que tu aies des objectifs de performance. Je pense que un plan, c'est une hypothèse. C'est l'hypothèse du coach en disant, d'après tout ce que je comprends et d'après tout ce que j'ai vu avec toi, ça, c'est ce qui va t'emmener vers les résultats que l'on recherche. Ça va te permettre de passer au niveau d'après. Mais à mon sens, un plan, il n'est jamais fait pour être suivi à la lettre. Un plan, il est fait pour savoir dans quelle direction on va. Mais ensuite, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le nombre de reps en réserve, le RPE, toutes ces choses-là viennent jouer dans notre manière d'exécuter le programme au quotidien, de l'ajuster surtout au quotidien. Et c'est là où on en arrive à cet outil qui est extrêmement sous-estimé encore aujourd'hui. Moi, je l'utilise énormément. J'ai beau être féru de physio et de mesures, etc. Le RPE, la perception de l'effort, c'est à mon avis un des outils les plus importants dans l'entraînement. Et donc quand je programme, il y a une intensité que je te donne qui soit équivalente à une fréquence cardiaque ou à des watts ou à une allure en course à pied, mais tu as tout le temps un RPE. Et le RPE, ça te force à te poser la question, quel est mon niveau d'effort actuel? Quelle est la difficulté de cette activité? Et surtout, quelle est la difficulté de cet intervalle par rapport à ce qu'il devait être?
parce qu'en planifiant avec le RPE comme, on va dire, en haut de la hiérarchie, donc c'est le RPE qui prime sur la séance, eh ben, ça te permet d'autoréguler au jour le jour selon comment tu te sens. Tu te sens pas très Donc, bien, tu devais faire un RPE 8. Ben, si je t'avais juste dit tu te mets à 200 watts, ben, il y a un jour où 200 watts ça va être 7 sur 10, il y a un jour où ça va être 10 sur 10. Donc, si on prend ce RPE en compte, on peut ajuster notre exécution du programme. Et c'est là où je pense qu'on manque encore un petit peu de maturité là-dessus, c'est que on se doit d'être plus flexible. Mais ce qui veut dire, comme tu l'as bien dit aussi au départ, c'est qu'on doit être plus impliqué. On doit être responsable de notre propre exécution du programme. On doit se poser la question. Si on n'est pas sûr, on doit poser la question au coach avec lequel on travaille. Et si c'est un coach qui tient la route, il te répondra parce que c'est son travail de répondre à ces questions-là. Et il devrait pouvoir t'indiquer comment, soit à quoi faire, soit te donner les pièces pour comprendre comment tu dois réfléchir dans cette situation et comment tu peux être amené à prendre ta propre décision. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'intéressant. Maintenant, on a des sportifs, des athlètes qui sont responsables, qui sont acteurs de leur programme, hein, qui ne sont pas juste là pour mettre en exécution et pas poser de questions et juste faire pour faire. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus intéressant de travailler comme ça, autant sur le court terme que sur le long terme. et du coup, juste une petite notion, parce que le RPE, nous, ça nous parle, mais ça parlera peut-être pas forcément à tous les auditeurs qui nous écoutent. Le RPE, en fait, c'est tout simplement une échelle qui va servir de graduation de l'effort, hein. Je simplifie et je C'est schématise, ça. mais c'est ce qui va nous permettre, en fait, un RPE, donc toi, tu fonctionnes de toute façon 0 à 10, hein. Donc 10 étant l'effort absolu, l'effort ultime, et 0 étant la notion de repos quasi total. Donc l'idée, ça va être de graduer un petit peu l'effort et de se situer à travers cet effort. Et en effet, c'est quelque chose, je trouve, qui est parfois peut-être trop adulé, parfois trop décrié, mais je trouve que c'est en effet un bon outil qui va permettre de relativiser, en tout cas, la planification, parce que moi-même qui vends de la programmation, je dis toujours, je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais je suis quelqu'un de profondément honnête, donc ça ne me pose pas de problème. Il n'y a rien de plus surestimé qu'une programmation, en fait. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez beau arriver avec les meilleures intentions, avec la meilleure application et implication dans votre programme, il y a des choses qui sont inhérentes à la programmation que vous ne maîtrisez pas forcément. Et ces choses-là, elles prendront toujours le dessus, qu'on le veuille ou non. Il suffit que vous ayez une programmation qui intervienne durant l'hiver, qui intervienne durant une période dans laquelle vous n'êtes pas forcément bien, durant laquelle vous n'êtes pas forcément en forme. Faire un programme de développement, je ne sais pas, par exemple sur de la course à pied ou sur du vélo, si vous avez l'habitude de travailler en outdoor au lieu de travailler en indoor, bah forcément que vos performances au mois de janvier et vos performances au mois de mai ne vont pas être les mêmes. Pour la simple et bonne raison, c'est que bah, sortir quand il fait froid et quand il neige ou quand il pleut ou qu'on est obligé de mettre 10 couches par rapport à l'été, vous avez juste besoin de prendre vos baskets, votre t-shirt et votre casquette. Forcément, l'impact ne sera pas du tout le même. Donc, je pense qu'il faut savoir, en effet, prendre du recul sur cette notion de planification. Et tu l'as très bien dit, c'est un fil conducteur, une ligne de conduite à suivre. Mais je pense qu'en aucun cas, la programmation doit primer sur l'état de forme et surtout sur la réalisation, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois. Peut-être, toi, tu le perçois peut-être un petit peu moins, et encore que tu fais de plus en plus de travail sur la technique, notamment sur les ergomètres. Mais moi, je me rends compte en gym, tu vois, c'est que les gens, parfois, veulent impérativement valider le nombre de répétitions, veulent impérativement valider le programme qui est dans la programmation, mais au détriment de la qualité. Donc, tu vois, maintenant, j'insiste beaucoup sur les aspects pédagogiques. Attention, il y a un nombre de séries, un nombre de répétitions qui est indiqué, mais celles-ci ne doivent jamais primer sur la qualité d'exécution. C'est-à-dire que si un jour vous sentez que vous êtes moins bien, on prime toujours la qualité d'exécution parce que la qualité d'exécution sera toujours beaucoup plus bénéfique que le volume. Et ça, je trouve que c'est peut-être l'une des complexités dans le CrossFit, c'est que les gens pensent trop souvent au volume plus qu'à la notion de qualité, ce qui est pourtant assez paradoxal parce que dans le CrossFit Level 1, même si je ne l'ai pas passé, j'ai quand même lu le contenu de CrossFit Level 1 et la fameuse petite brochure. La notion de mécanique, constance et par la suite intensité
revient assez régulièrement. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de gens priment la notion d'intensité, mais on oublie complètement la notion de mécanique et de constance, qui pour moi est quelque chose d'absolument primordial et c'est très souvent sous-estimé. Je sais que toi, tu as fait des programmes et des programmations, notamment sur les aspects techniques, notamment au rameur, je crois. Tu en as peut-être fait d'autres. Tu as peut-être fait aussi sur le ski erg, je crois. Ski erg et On peut-être le bike a, erg aussi. j'ai un petit module de formation gratuit sur justement les techniques sur ces différents ergos. On aura un programme rameur qui arrive cette année en collaboration avec Vincent, donc ça devrait être sympa. Donc voilà, c'est des choses qui pour moi sont très intéressantes parce que des fois, avant même de parler de physiologie, avant même de parler de développement de la force, développement musculaire, il est parfois important de parler des notions de base, des notions élémentaires de comment on va se servir de tel ou tel outil, comment on va effectuer des choses qui peuvent paraître très basiques, très sommaires, mais comment on va régler son matériel, comment on va se positionner, comment on va se placer. Et on rejoint encore une fois ces notions éducatives où aujourd'hui, je trouve que, alors, par le biais des réseaux sociaux notamment, on parle beaucoup, tu vois, de l'importance de l'exercice en lui-même, mais on en oublie, tu vois, la notion élémentaire de simple placement. Tu vois, si je te prends l'exemple, par exemple, d'un simple tirage, d'un simple ring rowing, on va t'expliquer comment il faut que tu positionnes, l'abaissement des épaules, la fixation des omoplates, etc. Mais par contre, très peu vont te parler de la saisie au niveau de l'anneau. Comment tu vas venir saisir tes anneaux, quel engagement tu vas mettre. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est tout aussi sous-estimé. C'est la notion d'engagement. Tu vois, par exemple, une personne qui va faire une programmation sur des pull-ups, qui va mettre un maximum de tension dans l'ensemble de son corps et quelqu'un qui va faire simplement la programmation telle qu'elle est marquée sur le papier, mais sans forcément mettre un niveau d'implication et d'application dans la tension ou dans les positionnements de base, bah forcément que le résultat ne sera pas du tout le même. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui fais de la programmation? J'aimerais avoir ton avis sur ta manière d'aborder la programmation et les difficultés que tu peux rencontrer, notamment sur le fait que certains utilisent la programmation comme le Graal, même si tu nous en as un petit peu parlé précédemment. Quelle est ta vision sur ces aspects-là? Bah, tu vois, je respecte ce que tu dis tellement que ça fait 2 ans que j'ai envie d'écrire un programme de rameur, mais que je ne le fais pas parce que il fallait que je trouve un moyen pour que les gens aient les prérequis techniques pour vraiment bénéficier du programme. Parce que je sais il y a un an, j'aurais pu sortir un programme rameur, un programme ski et ils auraient très très bien fonctionné, mais ça n'aurait pas été honnête de ma part et par rapport à ma philosophie parce que technique avant volume, comme tu l'as dit. On se rend simplement pas compte de l'impact que ça peut avoir, ce travail technique de qualité sur le long terme. Et le truc, c'est que même en comprenant l'aspect technique de l'haltérophilie, par exemple, parce que les crossfitters ont quand même fait du chemin depuis des années maintenant sur développer des qualités spécifiques et une qualité de mouvement qui est meilleure sur les mouvements d'haltéro. Mais il faut se dire que tu regardes des haltérophiles professionnels, ils s'entraînent 2 à 3 fois par jour. Ils font 10 à 15 minutes d'échauffement avec une barre à vide à chaque échauffement. C'est-à-dire que Mhm. chaque jour, ils font entre 30 et 60 minutes de travail barre à vide. C'est-à-dire que chaque semaine, ils font 5 à 6 heures de travail barre à vide. C'est-à-dire que chaque mois, ils font entre 10 et 20 heures de travail barre à vide. Et nous, on se dit qu'on va faire 3 mouvements barre à vide une fois dans la semaine et on va se dire, vas-y, c'est bon, j'ai fait ma technique, on passe à la suite. Et on sous-estime vraiment, vraiment, vraiment énormément simplement la contribution de la technique à l'exécution du mouvement. Parce qu'au final, pour faire simple, tu gaspilles l'énergie quand tu bouges mal. C'est-à-dire que tu donnes 100 unités d'énergie, mais il n'y en a que 30 qui se retranscrivent dans le mouvement en lui-même, et il y en a 70 qui se sont dissipés parce que tu n'as pas appliqué ta force de manière correcte ou de manière optimale par rapport au mouvement en question. Et tu l'as dit pour la gym, c'est vrai pour l'haltéro, c'est d'autant plus vrai pour le rameur et pour le ski. Le rameur, tu vas faire 30 coups par minute. Pendant 10 minutes, ça fait 300 coups. Si tu fais 300 coups et que tu as laissé 20% d'efficience sortir à chaque mouvement, Ouais, c'est énorme. t'en, t'en gaspilles de l'énergie.
Et donc, c'est d'autant plus important sur ces modalités où on va faire des reps, des reps, des reps et des reps, d'être bien techniquement parce que voilà, c'est sous-jacent simplement à la capacité en elle-même. Et je l'ai vu assez maintenant aujourd'hui, des gens qui avaient de la peine à progresser sur un 2000 mètres rameur. Et juste en faisant du travail technique sur un rameur pendant 2 mois et en parallèle en développant leur condition physique sur un vélo, par exemple, et revenir avec un PR sur le rameur. Et je l'ai vu assez de fois pour savoir que ça se fait. Alors, est-ce que ça se fait au plus haut niveau? Non, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Mais pour les gens Non, mais parce qui que au plus haut niveau, tu as déjà des mecs qui ont une aussi, certaine efficience technique. Et ça, aussi. et en plus, le pire dans tout ça, c'est que la plupart du temps, c'est les débutants qui font ces erreurs-là. Et tu vois, c'est un parallèle que je vais faire, c'est que les gens, tu vois, très souvent, quand j'organise des séminaires, je sais pas si toi c'est ton cas, mais quand tu organises des séminaires, les gens ils te disent, non, mais moi je vais pas venir, je viens pas parce qu'en fait, je suis débutant et du coup, bah non, ça sert à rien que je vienne, ça me concerne pas. Alors qu'en fait, c'est ces personnes-là qui auraient tout intérêt à venir sur ce genre d'événements, de séminaires, pour la simple et bonne raison, c'est que toi comme moi, on va leur donner tout de suite les bonnes habitudes, les bonnes pistes, la bonne Mhm. physiologie, la bonne vision de la discipline en tant que telle. Alors que, en attendant, bah, tu vas fixer des mauvaises habitudes, tu vas rentrer dans des schémas qui sont néfastes pour ton apprentissage et pour ta progression. Et du coup, bah, tu vas te retrouver au bout de 2, 3 ans en disant, bon, bah là, ça y est, j'estime que c'est le moment d'aller sur un séminaire, sauf que c'est déjà trop tard, parce que tu as déjà pris trop de mauvaises habitudes pour pouvoir en fait les corriger. C'est-à-dire que tu as mis 3 ans à apprendre entre guillemets de la merde. Et ben, il va te falloir déjà un an pour arriver à tout déconstruire, puis un an pour arriver à nouveau tout reconstruire. Donc en gros, tu auras perdu 5 ans. Enfin, pas 5 ans, mais en tout cas 4. Parce que si tu avais fait bien le bon job dès la première année, dès tes débuts dans l'activité, et bah, tout de suite, tu aurais eu des résultats, sans parler même de performance, mais si on revient sur la notion du bien bouger, bah, ça aurait été déjà forcément tout de suite beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient, ça c'est clair et net. Ouais, exactement. Et c'est marrant parce que c'est exactement mon mode opératoire maintenant, plus sur l'aspect professionnel. Quand j'ai une nouvelle compétence à acquérir, la première chose que je fais, c'est que je vais payer un expert pour me donner ses réponses à lui sur mes questions de base et sur les premières phases de ce que je vais essayer d'apprendre et de développer. Parce que comme tu l'as dit, tu fais ça d'entrée de jeu et déjà tu sais que tu vas dans la bonne direction, que tu as les éléments fondamentaux et que tu vas pouvoir développer à partir de ça plutôt que le contraire d'essayer de tout faire tout seul pendant 2 ans et de te planter et au final, tu dois tout recommencer de zéro. Tu as meilleur temps d'avoir la bonne direction d'entrée de jeu et d'avoir les bons repères parce que ça va t'aider à ensuite voilà, savoir quoi faire ensuite, savoir comment juger ta progression, savoir toutes les choses que tu ne savais pas et ça, je pense que ça, c'est une chose, en tout cas, plus j'avance et plus j'en ai conscience. Il y a le spectre des choses que je sais, il y a il y a le spectre des choses que je sais que je ne sais pas, et il y a aussi plein de choses que je ne sais pas, que je ne sais pas. Et donc, Ouais. si je ne vais pas poser la question, si je ne vais pas demander, ben, moi, c'est mon angle mort, je ne sais pas, je ne le vois pas. Et c'est très important pour moi de rapidement me débarrasser de ces angles morts en notamment en faisant appel à des spécialistes, en faisant appel à des gens qui ont regardé dans ces angles-là depuis des années et qui sont capables de dire, ouais, là, il faut que tu fasses gaffe d'entrée de jeu, ça, il faut que tu te focalises dessus, ça, c'est pas très important. Et comme ça, tu sais vraiment dans quelle direction tu vas. Et c'est là aussi où rentre en jeu la notion d'expérience, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'expertise. Moi, c'est quelque chose que je trouve d'assez fou dans le milieu du CrossFit, mais j'aurais tendance à dire, encore une fois, faut pas appliquer ça comme milieu du CrossFit parce que c'est quelque chose qu'on peut généraliser. C'est aujourd'hui le nombre de gens qui se revendiquent experts sans avoir une véritable expérience du terrain. Moi, tu vois, je suis dans le milieu du CrossFit depuis 3-4 ans, je fais de la programmation en ligne. Même il y a 3 ou 4 ans, au début, quand j'ai commencé, je me posais la question si j'étais légitime pour le faire, tu vois, de parler de gym. Sauf qu'en fait, moi, j'avais déjà un passif de 25 ans dans le milieu. 25 ans en tant qu'athlète, où je suis allé à un bon niveau, pas au haut niveau, mais je suis arrivé au niveau national. J'ai eu l'occasion de participer à des tournois internationaux. Donc, j'avais quand même une petite expérience derrière moi. J'avais eu la chance d'être entraîné par des entraîneurs de divers horizons, des entraîneurs de l'ancien bloc soviétique. Donc, tu vois, tu as quand même une approche assez
assez rigoureuse. Et quand je dis rigoureuse, c'est presque un euphémisme. La notion assez plutôt européenne et puis la notion anglo-saxonne, plus même américaine, tu vois, un peu sur le fighting spirit. Et du coup, c'est grâce à ça, finalement, tu vois, aujourd'hui, que j'estime que j'ai le recul nécessaire, combiné à mes 10 ans en tant qu'entraîneur de gym, pour pouvoir dire aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire et l'expérience, j'ai vu déjà assez de choses pour pouvoir parler déjà du sujet en question et surtout pour pouvoir dire des choses pertinentes. Aujourd'hui, quand tu vois que tu as des personnes, ça fait 4 ans qu'ils font du CrossFit et qui proposent des séminaires, des formations, etc., parce qu'ils sont capables de faire 4 muscle-up ou parce que, ils ont fait 3 résultats sur des compètes nationales en CrossFit, tu vois, c'est quelque chose, moi, que je trouve d'assez dingue. Parce qu'en réalité, comme tu le dis, toi, ce qui a forgé ton expertise en parallèle de l'expérience qui était déjà la tienne, c'est aussi de rencontrer des gens sur ton podcast, de discuter, d'avoir des échanges profonds sur des thématiques bien spécifiques. Et c'est ce qui fait que ça enrichit véritablement ta bibliothèque finalement de connaissances et de compétences. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que bah, allez, je vais peut-être extrapoler un peu, mais 80% des gens aujourd'hui qui proposent de la formation, qui proposent du contenu via les réseaux sociaux ou des formations, et ben, sont pas forcément légitimes pour pouvoir le faire. Quel est ton avis, toi, un petit peu sur toi qui est en Suisse, euh, la, la- quelle est la place de la formation en Suisse? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont plus attirés par la compétence, par l'expertise que tu as pu prouver sur le terrain, ou est-ce qu'ils sont plus accrochés aux aspects diplôme, aux aspects universitaires, etc. Quelle est déjà la vision qu'il y a en Suisse et toi, ton approche à toi? C'est une question qui est très très intéressante et je vais y répondre, mais je vais prendre un petit détour si tu me permets de le faire, Thibaut. Je t'en prie. Mon, mon constat, on va dire, c'est que le milieu de la formation, il est en train d'évoluer extrêmement vite. Il est en train de changer très très rapidement. On est dans un monde où il y a 10 ans, 20 ans en arrière, il y a personne qui voulait même t'entendre parler si tu n'avais pas un diplôme par les plus grandes instances de ce monde et que tu avais fait ton cursus académique, etc. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, on se retrouve avec tout et un petit peu de n'importe quoi aussi, où en gros, tout le monde peut se prétendre expert dans un domaine et dire ce qu'il a à dire. Euh, j'ai pas nécessairement de vue tranchée sur le sujet en tant que tel. La manière dont j'aime réfléchir, c'est que pour que quelqu'un soit légitime, il faut qu'ils aient une base de compréhension théorique et il faut qu'ils aient, comme tu as dit, la base d'expérience de terrain aussi. Et que idéalement, ces deux choses vont travailler de concert. Alors, bien entendu, tu as des coachs extrêmement compétents qui sont complètement ignorants de l'aspect théorique, et que ce soit de la physio, de la planification ou autre, mais qui sortent des médailles d'or et des records du monde et des champions olympiques. Donc, faut, je pense qu'il faut, en tout cas, de mon point de vue, il faut mesurer un petit peu ses propos parce que juste parce que quelqu'un est nouveau ne veut pas dire qu'il est mauvais. Hein. Simplement parce que quelqu'un n'a pas l'expérience du terrain, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas compris comment ça fonctionnait. Et inversement, juste parce que quelqu'un a 10 ans d'expérience, ça ne veut pas dire qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Donc je pense que oui, en général, les gens qui ont plus d'expérience et plus de connaissances, ils font un meilleur boulot, ça c'est vrai. Mais tu peux avoir l'un sans l'autre et inversement. Donc je pense que c'est très difficile, d'autant plus aujourd'hui où, bah, tu vois, on prend moi comme exemple. Je fais faire des tests d'effort, je donne des séminaires, je donne de la formation en ligne. J'ai zéro crédence au niveau académique, j'ai pas de formation, j'ai pas fait de bachelor, j'ai pas fait de master, j'ai encore moins fait un doctorat. Quand on me demande, t'as étudié dans quelle université, t'as quel diplôme, j'ai dit, j'ai regardé YouTube à moitié en rigolant, mais c'est littéralement ça. Je me suis forgé moi-même, formé moi-même. Donc, tout le monde pourrait dire que je suis pas légitime pour le faire et je veux très très bien l'entendre. Ma question à ça, c'est qu'est-ce que j'ai pour prouver que j'ai quelque chose d'intéressant à partager? Donc, je pense que l- je suis plus intéressé par la véracité et la pertinence des propos de ce que quelqu'un me présente plutôt que de son bagage, que ce soit théorique ou même de par son expérience. J'aurais aucun problème à avoir une conversation et à poser des questions à quelqu'un qui est
très très nouveau dans le monde du coaching, mais qui peut-être a une compréhension du sujet extrêmement poussée et de ce fait, et qui a un bon esprit critique aussi, et qui est donc capable de mettre les choses en relation. Parce qu'encore une fois, on connaît assez de gens qui sont extrêmement bons au niveau théorique, des chercheurs par exemple, qui Complètement. sont à fond dans leur truc, mais qui sont complètement dénus d'aspects pratiques, parce qu'ils n'ont jamais mis en application sur le terrain ce qu'ils ont fait. Et Et certaines inversement. choses sont surtout inexploitables Hmm. sur le terrain. C'est ça, en fait, la grosse problématique. Et pour rejoindre un petit peu tes propos, parce que moi, je suis dans le même cas de figure que toi, c'est pour ça que je me permets d'avoir ce regard très critique, c'est que moi, je ne suis pas du tout issu d'un système, du système académique et universitaire, puisque je j'ai pas fait ce cursus là du tout. Par contre, ce que je peux constater, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas suivi justement ce cursus universitaire et qui se sont fait, entre guillemets, un petit peu par eux-mêmes, hein, comme ça a été ton cas et comme ça a été mon cas, on a la comment dirais-je, l'envie et la nécessité, le besoin d'aller chercher de la compétence et de la connaissance de manière quasi permanente. Et dans les propos que je tenais précédemment, quand je disais que certains arrivent sur le terrain et se revendiquent experts, c'est souvent des gens qui sont issus du système universitaire ou qui ont passé la blinde de diplômes et qui, sous couvert justement d'être diplômés de telle ou telle université, de telle chose, se revendiquent légitimes dans un domaine. Euh, la petite anecdote, c'est, je ne sais pas si tu connais, ça va peut-être parler à certains, mais peut-être pas à d'autres, Nadia Comaneci, Hmm. qui a été une gymnaste iconique dans les années 70, si je dis pas de conneries, sous le régime de Ceausescu. Donc, c'était quand même pas super cool, super drôle. Mhm. L'entraîneur de Nadia Comaneci n'était pas du tout issu du sérail de la gymnastique. Il était Hmm. entraîneur de handball. Voilà. Bon, bah, il a fait la gymna- il est arrivé à construire la gymnaste, l'une des gymnastes les plus iconiques de l'histoire de la gymnastique. Donc, Hmm. tu vois, là encore une fois, on peut clairement se poser la question, la légitimité, etc. Sauf que bon, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il n'était pas entraîneur du club du coin en handball. Il était entraîneur ou il était adjoint de l'équipe nationale en handball. Donc, c'est un mec, tu vois, qui avait développé quand même des connaissances et des compétences en termes de coaching, de gestion de l'humain, de gestion de l'entraînement, etc. Et qui a passé plus de 2 ou 3 ans. J'avais lu un article qui avait passé 2 ou 3 ans vraiment à analyser purement la gym, etc. Et qui, du coup, par la suite, avait pu construire un modèle autour de tout ça, mais ne s'appuyant pas du tout sur son expérience. Donc, encore une fois, l'expérience en tant qu'athlète ou en tant que dans un milieu n'est pas forcément gage de qualité. Mais moi, ce que j'aime dire, ce que j'aime avant tout dire, et je pense que tu es dans le même cas de figure, c'est que moi, je ne suis pas un passionné de la gym ou je ne suis pas un passionné du CrossFit ou de quoi que ce soit. Je suis un passionné de l'entraînement. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très, très important. C'est que les gens aujourd'hui qui se revendiquent experts sont experts parce qu'en fait, ils sont juste passionnés de la discipline, mais ne sont pas passionnés par l'entraînement dans sa globalité. Moi, aujourd'hui, tu vois, tu peux me demander d'aller entraîner du curling, même si c'est un sport que je trouve, tu vois, qui, pour moi n'a aucun sens, je pense que je serais capable de me passionner pour la discipline simplement par passion de me dire comment je vais pouvoir mettre en œuvre un système qui va me permettre d'entraîner ces mecs-là. Tu vois? Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque. Alors, je ne sais pas si c'est un problème lié à la formation, si c'est un problème structurel lié aux individus qui n'ont peut-être pas cette curiosité de toujours, tu vois, vouloir améliorer, optimiser leur système d'entraînement. Mais je te rejoins parfaitement sur le fait de dire que bah, c'est pas parce que tu as des diplômes que tu es légitime, c'est pas parce que tu as été un top athlète que tu es légitime. En réalité, la légitimité, personne va vraiment nous la donner. Parce que comme tu disais, bah, tu te retrouves avec des mecs qui sont capables de faire des médailles olympiques alors qu'ils n'ont jamais été des top athlètes, quoi. Ouais, je pense que la légitimité, il faut la trouver dans la qualité du travail et du rendu et des Mm, résultats. complètement. À mon avis, c'est sous ce prisme-là qu'on doit commencer à juger la compétence. Et le résultat, je complète qu'il n'est pas forcément une médaille. Ça, c'est important de le Non. légitimer aussi. Ça peut être simplement, tu vois, tu as des entraîneurs qui sont des éducateurs de génie, Mhm. mais simplement par le fait qu'en fait, ils arrivent à motiver des gamins chaque semaine, de semaine en semaine, à revenir.
à l'entraînement, alors qu'initialement, c'était pas forcément leur délire. Ou qui, par exemple, vont remettre en forme, par exemple, Ginette, 65 ans, qui vient faire du CrossFit et qui veut simplement trouver de l'autonomie. La performance, elle peut aussi être là. Elle n'est pas forcément chiffrable et quantifiable que par la médaille. On est 100% d'accord là-dessus. Quand je disais résultats, je voulais pas dire résultats compétitifs de haut niveau, je voulais simplement dire les résultats sur les choses que la personne a dit qu'elle allait t'aider. Donc, si quelqu'un t'aide à devenir plus fort, tu as obtenu un résultat dans ce travail de force. Et c'est dans ce cadre-là, à mon avis, qu'il faut commencer à juger les gens, au-delà de qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils ont fait ou pas fait avant. C'est est-ce que ce que tu dis, ça a du sens et est-ce que tu dis, ça fonctionne? Et dès le moment où ça a du sens, que ça a une fondation théorique qui est cohérente, et surtout, avant tout, que ça fonctionne, et qu'on voit les résultats escomptés, à mon avis, à partir de ce moment-là, il faut considérer que la personne, en tout cas, a des compétences. Après, le mot expert et expertise, moi, c'est des mots que j'aime pas déjà de base pour ce qu'ils veulent dire. Qui détermine que tu es expert? Comment est-ce que c'est quoi le processus de détermination? Donc ça, c'est tout des. Alors après, c'est peut-être de la sémantique, mais c'est pour ça que je tends à utiliser des termes tels que spécialisation ou spécialisé, où je me spécialise, parce que ça permet de dire que je mets le focus dessus, mais c'est pas à moi de me juger expert. Et d'ailleurs, enfin, oh, c'est jamais un objectif en soi. Quelqu'un qui s'autoproclame expert, déjà, pose-toi une grande question et deux, commence à courir parce qu'en général, les gens qui s'autoproclament experts, c'est rarement parce qu'ils ont 20 ans de travail derrière eux dans la discipline. Si c'est le cas, c'est génial et j'espère qu'ils sont compétents et qu'ils peuvent s'appeler experts. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment juger. Il faut juger par les résultats et par la compétence et aussi, je dirais, pour aller un cran plus loin, on sort peut-être un peu du cadre du sport et de la préparation physique et de l'entraînement, mais à mon sens, non. Tu me diras ce que tu penses. Le fait que ce soit une bonne personne aussi. Hein, Mm. parce que on a malheureusement tous connu des coachs qui étaient géniaux, mais qui étaient exécrables en tant qu'humains. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'on se défasse assez rapidement Ouais. assez rapidement parce qu'on peut le faire, parce qu'on n'est plus à l'âge de pierre où tu envoies tes gamins au sport, tu sais pas ce qui se passe. Non, t'entends, les autres parents ils parlent, les gamins ils parlent. S'il y a une personne qui se comporte mal, ça va se savoir. Et s'il y a des coachs qui se comportent mal, à mon avis, ils n'ont rien à faire dans ce travail-là. Et je préfère laisser le doute à un coach qui n'est pas encore complètement compétent, qui a encore des choses à apprendre, etc., mais qui est bienveillant et qui a de bonnes intentions à l'inverse, quelqu'un de très, très connaissant et compétent, mais qui est pas une bonne personne, à mon avis, elle n'a rien à faire dans le coaching. Et ça, c'est des distinctions qui peut-être sont même plus intéressantes, en tout cas plus importantes de mon point de vue, que celle de la compétence en elle-même. C'est avec quelle énergie la personne se comporte et qu'est-ce qu'elle apporte au monde dans lequel elle opère, notamment dans le sport. On a eu assez de personnes de mauvaise foi ou simplement qui se comportaient mal. À mon avis, on doit commencer à juger aussi les gens par leur Humaine. qualité de comportement et humaine, exactement. Ouais, je te rejoins complètement. Et tu vois, alors pour le coup, moi, je vais aller un petit peu à contre-courant de la notion. Alors, pas, c'est pas à contre-courant, je vais simplement m'expliquer parce que moi, j'ai aucun problème avec le fait de me revendiquer expert ou de dire que j'ai développé une expertise. Mais ça rejoint l'entièreté de ton propos à la fois, dans le sens où en fait, je me revendique pas expert dans, dans le coaching, mais je pense qu'avec 25 ans de pratique dans un milieu, en ayant côtoyé bah, vraiment des top athlètes, des top coachs, etc., j'ai développé une expertise, mais quand je parle d'expertise, c'est un ensemble de connaissances, que ce soit sur les aspects techniques, que ce soit sur les aspects théoriques, mais surtout sur les aspects aussi humains. Mhm. Dans le sens où, tu vois, moi, ça fait un petit peu plus de 10 ans que j'entraîne. Si je prends ma méthodologie aujourd'hui de comment j'entraîne à l'heure actuelle et de comment j'entraînais il y a 10 ans, ça n'a absolument plus rien à voir. Et cette expertise, je la justifie par le fait d'avoir fait, du coup, pour le coup, beaucoup d'erreurs,
J'en ai évité beaucoup aussi parce que j'ai eu la chance d'être drivé et d'être coaché et d'avoir des personnes qui m'ont remis dans le droit chemin à des moments importants, des moments clés où peut-être que les manières que j'utilisais n'étaient peut-être pas forcément les plus adaptées. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, moi j'utilise ce terme d'expertise et je pars aussi du principe que cette expertise, elle se justifie aussi par une remise en question permanente. C'est-à-dire que si tu estimes dire, moi je suis un expert parce qu'aujourd'hui je maîtrise complètement mon sujet, je pense qu'en effet, c'est une grave erreur. Et ça, c'est là où je rejoins ton propos. Par contre, si tu pars du principe de dire j'ai un domaine d'expertise parce que ma connaissance, je la remets sans cesse en question parce que je vais au contact de personnes qui ont fait leurs preuves et qui ont eu du résultat, etc. Et que je me nourris justement de ces réussites-là pour venir enrichir ma pratique. Mais encore une fois, comme tu disais, les aspects techniques et les aspects euh, comment dirais-je, physique, pour moi, ça représente pas grand-chose dans l'entraînement en réalité. Ça représente pas grand-chose. Par contre, la capacité à interagir, à rentrer en interaction avec les athlètes que tu peux avoir en face de toi, c'est là où tu fais des grosses différences. Il y a un mec que j'admire beaucoup, alors qui peut être contesté, mais personne peut contester en tout cas son palmarès. C'est un mec comme Philippe Lucas. Tout le monde s'accorde sur le fait que c'est un mec qui est complètement barge et qui est complètement fou dans les volumes d'entraînement, dans tout ce qui va autour. Mais par contre, tous les athlètes qu'il a pu avoir à haut niveau, tous s'accordent à dire que c'est un mec qui, humainement, leur a apporté quelque chose d'extrêmement puissant et que ce côté humain, c'est ce qui les a aussi amenés à la haute et à la très haute performance et ce qui leur a permis d'accepter parfois des séances et des volumes d'entraînement qui auraient pu être beaucoup plus difficilement tolérables et acceptables. Donc je te rejoins complètement parce que tu as des gens qui, en effet, peuvent être d'excellents techniciens, de très très bons entraîneurs, mais qui à côté de ça sont des véritables poubelles humaines, des gens extrêmement toxiques, parce que je pense qu'il y en a, et pour le coup, je suis très bien placé pour en parler, parce que dans le milieu de la gym, il y en a quand même pas mal. Il y a eu beaucoup d'affaires. Alors toi qui es en Suisse, tu n'en as peut-être pas forcément eu écho, mais il y a eu beaucoup de soucis en France. Il y en a eu beaucoup également aux États-Unis sur des problèmes Mhm. notamment d'influence, d'abus d'autorité, etc. Et ça, en effet, c'est quelque chose que je pense qu'il faut arriver à éradiquer très, très rapidement parce que ça fait beaucoup de mal au milieu sportif. Et, euh, et voilà, je pense que c'est vraiment, encore une fois, l'expertise, comme tu le dis, elle peut être là, mais si à côté de ça, bah, humainement, t'as des personnes qui se comportent comme des véritables merdes, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment une réalité, bah, derrière, c'est compliqué même d'avoir une certaine légitimité dans l'entraînement, parce que si à côté de ça, tu es un expert, mais que tu n'es pas capable d'avoir des relations humaines correctes, je pense que ça perd tout de sa substance. Écoute, Sean, je Et, pense qu'on arrive. Tu as peut-être quelque chose à rajouter, excuse-moi. ouais, je rebondis rapidement sur ce que tu as dit. Ouais. J'aimais bien la pièce supplémentaire que tu as apportée à l'édifice du coach et d'un coach qui se doit d'être, on va dire, respecté hein, Mm. au bas mot. C'est cette qualité de remise en question. Je pense que le fait de ne pas avoir peur de se confronter à des personnes qui voient les choses différemment de sa propre perspective, la remise en question directe, la confrontation avec d'autres idées, des idées qui seraient peut-être complémentaires ou contraires aux nôtres à mon avis, ça va sur la liste des qualités d'un coach qu'on veut voir et qu'on veut soutenir et qu'on veut encourager. On devrait encourager les gens et les coachs à aller se confronter à des informations qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils pensent, avec lesquelles ils pensent ne pas être d'accord. Souvent, on voit beaucoup trop gros, hein. On se dit, ah ouais, je suis pas du tout d'accord avec cette personne-là. Tu commences à parler avec la personne, tu te rends compte que 95% des choses, tu es d'accord. Il y avait juste un petit détail sur lequel vous n'étiez pas d'accord, ou alors c'était même juste un problème de vocabulaire et de langage, et qu'au final, c'était même pas un désaccord en soi. Donc je pense que cet aspect-là, il est très très important, et tu as bien fait de le relever dans ce qui est du panel des qualités du coach qui veut faire le meilleur boulot possible et qui veut devenir à terme le meilleur coach possible.
Ouais, je pense que c'est vraiment capital d'arriver à s'entourer des bonnes personnes. Et en réalité, il y a plein de personnes qui sont très compétentes, quel que soit le milieu. Et des fois, l'approche d'un coach à l'autre va être différente et va être plus adaptée à telle ou telle personne. Je pense que chacun a besoin avant tout, dans la notion d'entraînement et pour amener à cette progression dont on a parlé tout le long de cet épisode, de se sentir bien et de se sentir en confiance avec la personne avec laquelle on interagit au quotidien. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez basique et d'assez élémentaire. Tout à fait. Je sais que tu avais un timing serré, donc on va essayer de respecter le timing qui était le tien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sean, pour pouvoir bénéficier de tes conseils, de tes nombreuses pierres apportées à l'édifice de l'entraînement? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah déjà, merci Thibaut pour le podcast. C'était très très chouette de pouvoir parler de tous ces sujets et s'étendre un peu sur des sujets dont je parle peut-être un peu moins d'habitude. En tout cas, c'était très très chouette. Les gens peuvent me retrouver sur Instagram, Upside_Strength, sur YouTube, Upside Strength, le podcast, Upside Strength, tout pareil. N'hésitez pas à aller regarder quelques vidéos. Il y a de quoi faire sur la chaîne YouTube, quelques podcasts, il y a de quoi faire aussi. Et restez au diapason pour les futurs podcasts de monsieur Thibaut parce que ça va être du bon. Ouais, ouais, comme je l'ai dit et comme je l'ai indiqué, je te remercie également, Sean, pour ta présence. C'est toujours intéressant de pouvoir discuter, de pouvoir échanger avec toi. Donc, je mettrai également en lien de cette vidéo tous les liens que tu nous as cités. Je vais finir par ce podcast par la célèbre petite quote américaine que du coup j'ai mis en français parce on est en France. Seuls les poissons morts nagent avec le courant. Donc n'hésitez pas à aller à contre-courant, à prendre des opinions qui vont être divergentes de l'opinion de masse, parce que c'est grâce à ce biais-là que vous pourrez grandir et survivre dans le monde actuel dans lequel on vit. Voilà, Sean, Bien dit. encore une fois, mille merci à toi et je Merci te dis à Thibaut. très vite. À bientôt.